Oui, The Last of Us saison 2, bon bah les derniers épisodes, je les ai vraiment bien skip, j'ai vraiment juste défilé dedans, je me suis dit bon, ça ne m'intéresse pas en fait ce qui se passe là-dedans. Bah du coup je regardais progressivement, j'ai regardé la fin à peu près attentivement, et je me suis dit, ah ouais putain ça termine là, oh, c'est désastreux de terminer ici, ouah, c'est nul à chier. Et du coup The Last of Us saison 2 adapte une partie de The Last of Us 2. Sachant qu'ils sont déjà en train de dire, ça se trouve, on va adapter en 3 saisons en fait la saison 2, parce qu'il y a beaucoup de matière, etc. Mais putain, déjà que la saison 2, je trouvais qu'elle adapte, elle adapte une grosse moitié. Déjà ça, mais bon, après, en fait, le problème de la saison 2, c'est qu'elle est plus courte que la saison 1. Il y a que 7 épisodes, je crois que la saison 1, il y avait 9 épisodes. Et sachant que l'histoire de The Last of Us 2 dure 2 fois plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de... Enfin, il y a quelque chose qui se passe à un moment, je pense que beaucoup savent ce qui se passe à un moment, mais du coup ça fait que l'histoire est 2 fois plus longue, globalement. Et donc tu te dis, ok, tu fais une saison 2 qui est, qui est un peu plus courte, faut peut-être au moins adapter la moitié, ça adapte pas totalement la moitié, mais à peu près, quoi, on va dire 40% de l'œuvre. Là vous êtes déjà en train de dire, et on va faire en 3 saisons, faut un peu se doser. Je vois à peu près en plus ce qu'ils veulent faire avec les 3 saisons, je me dis mais c'est nul à chier, les gens, enfin... il y a un rythme qui est là, qui est en plus assez bien adaptable si tu fais les bons choix finalement. Et sauf que là, je trouve qu'ils ont pas fait tellement les bons choix pour adapter la chose. C'est pas un problème de faire des choix pour adapter quelque chose. C'est pas le problème d'avoir des différences par rapport à la version originale. Le problème, c'est plus que les choix qu'ils ont fait, notamment par rapport à cette sorte de double histoire et comment ils ont adapté cette double histoire, je trouve que ça n'a pas de sens dans le contexte d'une série. C'est-à-dire que ça aurait pu être beaucoup plus ballsy et essayer vraiment de se différencier en changeant totalement la structure du jeu pour en faire quelque chose de beaucoup plus digeste et même de plus ballsy et de beaucoup plus différent. Sauf que là, c'est pas le choix qui a été fait et c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que il y a en fait, c'est beaucoup trop linéaire mine de rien par rapport à la série, par rapport aux jeux vidéo. Et c'est ce que je trouve vraiment assez chiant, c'est que finalement il y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que la série est moins crade, donc ce que je trouve vraiment dommage, parce que une des qualités de The Last of Us, c'est quand même que c'est une série qui est assez franc du collier, rude à jouer, avec des déformations de corps que vraiment on voit jamais, qui sont parfois même irréalistes, mais en même temps très proches du réel aussi. Donc ça là-dessus, c'est chiant en fait. c'est vraiment chiant d'avoir une série qui est lisse finalement et qui est vraiment où tous les visages, les coiffures sont à chaque fois absolument parfaites des personnages alors qu'ils sont censés être dans un contexte apocalyptique et que ça pourrait avoir du propos même sur la dégradation progressive des personnages, mais en fait il n'en est rien et je trouve que c'est d'autant plus dommage en fait finalement d'avoir quelque chose d'aussi creux en fait en termes de propos. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment enfermé Ellie dans son personnage de gamin et qui fait des blagues un peu bébêtes. Et ça enlève tellement de substance au personnage et à son évolution. Oui, et en même temps, le personnage, il oscille beaucoup avec une sorte de truc. Enfin, ouais, c'est une sorte de chien mouillé constamment. Et parfois qu'il y a des moments de bravoure, mais pas assez clairement. Enfin, je trouve les personnages vraiment mal écrits. Sauf Joël, qu'ils arrivent à peu près à conserver bien. Mais ouais, enfin, je trouve que c'est... Que Nora qui fait soldat... Oui, oui, mais... et... Le personnage d'Abby également, qui fait vite fait soldat, mais qui, du coup, sera exploré dans la saison 3. Tu te dis, mais c'est nul à chier En fait, c'est nul à chier de faire le rythme comme ça. Je trouve nul à chier en termes de comment les flashbacks sont gérés également. Je trouve que je trouve qu'ils ont pris tous les choix les plus catastrophiques du monde. Et c'est pas un problème de devoir adapter, de devoir changer des choses. Ça a marché super bien sur la saison 1. Là, c'est vraiment juste d'avoir pris tous les pires choix du monde. Et je trouve que c'est dur à regarder parfois. C'est dur de voir des évolutions aussi catastrophiques de personnages. Et oui, il se passe pas... Enfin, j'étais à peu près dedans les premiers épisodes parce que je me suis dit, ok, peut-être que ça va plus développer cet aspect-là, plus développer l'aspect communautaire. C'est quand même ce qui marche aussi dans The Last of Us Partie 1, c'est que ça développe bien l'aspect communautaire. L'aspect, il se passe des choses à plein d'endroits dans le monde et il y a beaucoup de choses. Il y a
plein d'aspects, notamment bah, les trucs, les cold open, donc ce qu'il y a avant le générique, souvent dans la saison 1, bah, qui est très fort évidemment, et où ça se passe en Inde, ça se passe un peu partout dans le monde, ça se passe avant l'épidémie, ça se passe des années en arrière, etc. Et tu dis, bon, bah ça c'est intéressant, parce que comment est-ce que ça gère ça, ça c'est cool. Et au début, je pensais que la saison 2 allait là-dedans, c'est-à-dire de construire autour de cette communauté qui a été retrouvée du coup à la fin de la saison 1. Tu dis, ok, construire autour de ça, construire autour des personnages. Le problème, c'est que The Last of Us Partie 2 est beaucoup plus centré sur, dans le jeu original, sur sur deux personnages centraux qui sont Ellie et Abby. Et tu dis, ok, tu construis par rapport à ça et faudrait vraiment aller dans une direction bah, presque radicalement différente pour adapter en fait l'histoire. Oui, j'ai joué aux deux jeux, moi j'adore, je crois que j'aime encore plus The Last of Us Partie 2, donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis assez moins clément. Et je me dis, mais en fait, il y a quand même de la matière, c'est-à-dire que The Last of Us Partie 2 introduit des aspects où je trouve qu'il y a de la matière pour construire le lore autour des personnages, construire une histoire, construire une intrigue. Et finalement, en fait, ce que je trouve, et j'avais lu un trade aussi par rapport à ça, c'est que déjà cet aspect communautaire, en fait, il est exploré vite fait au début, et en fait pas du tout, il est abandonné très rapidement pour se concentrer sur Ellie globalement. Et tu dis ok, bon, on se concentre sur Ellie, on fait une adaptation plutôt claire de la chose, pourquoi pas. Le problème c'est que c'est beaucoup trop rapide, c'est-à-dire que le moment où tu as le twist de The Last of Us Partie 2 qui arrive, c'est après avoir joué 10 heures dans la peau d'Ellie. Là, j'ai regardé un thread qui disait, en fait, Ellie, globalement, on la suit pendant 90 minutes. Du moment où il y a quelque chose qui se passe au début, jusqu'au twist majeur au milieu. J'essaie de pas trop spoiler hein, les jeux en même temps, si jamais il y a des gens qui veulent y jouer. Moi, je trouve que les jeux, ils sont exceptionnels, surtout le deuxième. Et du coup, tu la suis 90 minutes. Donc, bah, en fait, t'as pas le temps de t'attacher vraiment à elle comme tu pourrais t'attacher à des personnages dans une série finalement. Donc c'est un peu ça le problème je trouve, enfin du moins un des soucis de cette adaptation là, c'est que globalement ça ne prend pas assez son temps et c'est de toute manière le problème, je pensais que ce serait le gros problème de la série, c'était de se dire en fait vous passez de 9 épisodes à 7 épisodes d'une heure, hein, donc quand même il y a du temps. Bah c'est pas très forcément il faut sacrifier quoi, il faut sacrifier des trucs, faut se dire bon bah ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, et tu te retrouves avec une sorte de demi-série un peu bizarre où il manque une grosse partie, et donc la saison 2 moi je trouve qu'elle est, elle est inachevée et que c'est une sorte de saison calamiteuse quoi, clairement, calamiteuse. C'est bien filmé, c'est bien fait, les acteurs sont à peu près investis, mais je trouve qu'il y a un vrai truc, on pense pas assez de temps, et ça fait trop saison, ouais, demi-saison quoi. Demi-saison et encore peut-être tiers de saison, vu qu'ils veulent adapter en 3 saisons. C'est fou quoi, et du coup, moi j'avais cette vidéo qui était de côté. Le jour où le cinéma s'est fait battre par un jeu, et ça moi ça m'intéresse parce que ça vient de sortir. Alors, je sais que c'est une vidéo, apparemment elle est assez mauvaise. Donc du coup voilà, le fait de balancer tous les souvenirs dans un épisode, je trouve ça tellement idiot. Toute une partie du jeu, c'est que les souvenirs d'Ellie comme Abby évoluent en fonction de ce qui vient. J'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait apporter, mais j'ai juste l'impression il avait juste envie de se débarrasser du contenu où les joueurs auraient gueulé s'il n'y était pas. Oui, bien sûr, parce que c'est des scènes mythiques. Et c'est dommage en fait, il y a ce côté où c'est... Ouais, il y a ce côté où c'est chiant parce que c'est des scènes mythiques, donc il faut les adapter, mais en même temps... La force, je trouve, de The Last of Us Partie 2, de The Last of Us 1, c'est que c'est pas juste des scènes. C'est que c'est un jeu qui s'est super bien balancé. Son côté, certes, il y a des scènes qui sont là, mais le jeu en entièreté a sa cohérence. Et ça, en fait, le problème, c'est que les gamers, généralement, sont des mauvais analystes de c'est quoi qui fait un jeu vidéo. C'est quoi qui fait un jeu vidéo, c'est pas juste, il y a une scène qui est stylée, parce que ça fait une scène qui est stylée dans un jeu. Super, tu vas avoir du gameplay pendant 20 minutes. Et après, ben, finalement, tu vas oublier le jeu et tu vas juste te dire ah oui, la scène là, elle est bien. Allez, je vais prendre un exemple un peu ballsy. God of War 3. Il y a la scène du début, il y a la scène avec Chronos. Qui se souvient du combat contre Zeus? Qui se souvient de tout le reste du jeu? Pourtant, il y a un jeu hein, tout du long, hein, mais on se souvient que ben, des deux gros combats. Alors que God of War 2016, là, God of War PS4. Moi, je me souviens de tout le long du jeu, parce que je trouve que tout le long du jeu, il y a des trucs, il y a des scènes marquantes. Ça veut rien dire. Qu'il y ait des scènes marquantes, c'est normal. Mais tout le long du jeu, notamment le shift au milieu,
pareil, le shift au milieu, ils avaient ça. Mais je trouve que God of War PS4, bah, je me souviens de tout le long du jeu. Alors que God of War 3, bah, je me souviens de 2 moments, viteuf. C'est tout, quoi, finalement. Et le combat contre Zeus, à la fin, je m'en souviens pas. Bon, tout le même combat contre Zeus, c'est pas un spoil. Et les petits combats à côté, ouais, viteuf, oui, la mort d'Hélios, elle est brutale. Ok. C'est tout, quoi. Qu'est-ce que se souvient de God of War 2018 ? Oh, mais non, mais non. Mais justement, moi, je me souviens de tout God of War 2018. J'ai dit 2016, je crois que c'est 2018, ouais, effectivement. Mais je trouve que, ouais, il y a un côté où c'est... Oui, alors oui, il y a des moments, couloirs, énigmes à la con, où tu balances ta hache au milieu, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui se construit tout du long. Non, mais dans partie 2, même la scène du musée, quand t'es dedans et que tu peux explorer, c'est stylé, mais quand tu la vois simplement à l'écran, ça marche pas. Pareil, c'est Osef. Bah oui, mais bien sûr. Je suis de l'ennui, mais t'es responsable de ton propre ennui, poisson. mais ouais, mais carrément, enfin, c'est-à-dire que la scène du musée, oui, t'as un moment qui est cool dans le vaisseau, là. C'est... Ouais, ok. Et ouais, il a été bien fait correctement à peu près dans la série, mais bon, c'est tout, quoi. God of War, j'ai abandonné quand je me suis rendu compte de ce qu'allait être la majorité du jeu, malheureusement. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est normal aussi. Mais bref, du coup, moi, je suis curieux de cette petite vidéo, le jour où le cinéma s'est fait battre par un jeu. Ça me rend curieux parce que, bon, bah, The Last of Us, les gens, ça a été vu comme un des plus grands jeux de tous les temps, progressivement, en fait. C'est-à-dire que, au départ, les gens se disaient, oui, bon, le jeu, il est sympa. Et après, il y a une sorte de forcing chelou autour du jeu qui était vraiment de la part de Sony notamment, de dire regardez, c'est un des plus grands jeux de l'univers, etc. Et c'est un jeu qui a révolutionné. Avant, juste on sautait, on attrapait des pièces. Et depuis que The Last of Us est arrivé, maintenant on peut ressentir des émotions. On n'en a jamais ressenti avant, on n'a jamais pleuré devant un jeu vidéo. Moi, j'ai pleuré la première fois devant un jeu vidéo, devant Professeur Layton 3, hein, vraiment, et pourtant c'est un jeu à la con avec des énigmes. Hein, mais, encore une fois, Professeur Layton 3, moi je me souviens de tout le jeu. Je me souviens de certaines énigmes, je me souviens de certaines scènes, très fortes, mais je trouve que c'est tout le jeu qui amène à ces scènes-là et qui amène à l'émotion de ces scènes-là. C'est pas juste des scènes isolées, où tu peux les prendre hors contexte, et il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve que justement, c'est pour ça que l'erreur, je trouve, de The Last of Us, c'est que ça a trop voulu prendre en compte des bouts de scène et des trucs vraiment... la scène de la girafe, la scène du choix à la fin de The Last of Us 1, ok, il faut que ça soit là, mais c'est aussi parce qu'il y a tout qui mène avant cette scène-là qui est important. Et The Last of Us Partie 2, ça ne bosse que sur ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une scène ultra marquante dans The Last of Us Partie 2, c'est un ensemble de plein de trucs. Il y a la scène sur l'île, pour ceux qui l'ont vu, qui est absolument exceptionnelle, qui est vraiment qui te propulse dans ton siège, et quand ça arrive... c'est aussi une accumulation de plein de choses, et c'est une scène qui est très longue, et où en fait c'est toute une séquence qui dure 2-3 heures, où il y a une montée, et ça explose à un moment, et c'est génial. Mais oui, c'est incroyable cette scène-là, elle est folle, elle est totalement folle. Mais du coup, après forcément, c'est un ensemble de plein de trucs qui marquent dans The Last of Us Partie 2, c'est sûr. Moi j'ai chialé à la fin des 7 ans des 3 quand il y a du texte là. Ah bah oui, putain, super. Mais ça on dirait le clip de Amine et Billy, où t'as Billy qui fait découvrir une écho je crois à Amine, et qui dit ouais ce jeu là j'ai pleuré. Alors que Amine il est là en mode mais c'est des PNG. Genre, vraiment, mais c'est pour ça, c'est dur à comprendre. Moi j'ai jamais pleuré en lisant un bouquin. J'ai déjà été ému en lisant un bouquin. Mais ouais, Higurashi pardon. Oui c'est vrai c'était Higurashi. Quel attentat de présenter Higurashi sur Twitch à ton audience comme ça quoi. C'est pour Page, mais oui. Mais non, mais c'est The Last of Us qui a tout inventé. Mais découvrons ça du coup avec cette vidéo. Alors encore une fois, voilà, j'ai rien contre la personne qui a fait cette vidéo là. On va regarder ça juste pour regarder du contenu comme ça et voilà quoi. Ah, voilà, séance de cinéma en 1895, le 22 septembre si je ne me trompe pas. Les films sonores. Oui. 1932, la couleur, il y avait déjà... Non, alors attention. Déjà, je vais être chiant. Parce que la couleur, en fait, ça date même de bien avant. C'est juste qu'avant, c'était au pochoir.
Qu'en fait c'était diffusé avec soit au pochoir, donc en fait on coloriait des bouts en fait de la pellicule en faisant attention de pas trop dépasser tout ça, soit en fait on baignait la pellicule entière dans une sorte de cuve pour que ça ressorte tout en rouge ou des trucs du genre. Napoléon typiquement, il y a des moments où c'est multicolore parce que il y a des dispositifs avec 3 pellicules en même temps, tout ça. Mais oui, la couleur, allez, on va dire que c'est 1932, allez. Grand format, c'est vrai. Enfin, il y a eu d'autres évolutions, il y a eu le numérique, tout ça, ok. Bon, Star Wars et la stéréo, il y a eu... ouais, alors, c'est pas juste la stéréo, c'est le THX, enfin, il y a plein de trucs, tout ça, ok. Mais oui, allez, allons-y. Il y a aussi la télévision en même temps qui entre en vigueur. La NES et Mario. Qu'est-ce qu'ils ont révolutionné? Pas grand-chose. En fait, la NES et Mario, mine de rien, enfin, on se dit que c'est parmi les jeux les plus importants de l'histoire. Et bien sûr, c'est le cas. Mais c'est surtout parce que c'était des génies du marketing, en vrai. Et c'est ça, moi, que je trouve particulièrement cool, c'est qu'il y a vraiment ce côté où c'est ramener des gens dans le scrolling. Non, il y avait déjà du scrolling vertical, je crois, dans les shmups, par exemple. Donc, ouais, après, il y avait des trucs, mais pour le coup, je pense que c'est plus Zelda qui est révolutionnaire parce qu'il y a les sauvegardes à l'époque, et il y a la pile pour ça. Chose de dire ici, attention, Mario est un bon jeu. Et bah, tu vas prendre ton ban, et qui l'eût cru. Bien mérité. La révolution 3D, la révolution des VFX, la Xbox et GTA 3, ok. Pourquoi la Xbox? Renouveau du jeu narratif, ouais, Half-Life 2, oui. Ok, le cinéma numérique. Perfection du world building. Ah, et 2013, la date où le vrai jeu vidéo a été inventé, c'est sûr. Mario a tant d'important que Steamboat Willie, on va lire. Oui, voilà, c'est ça. Steamboat Willie, c'est très important parce que c'est le premier court-métrage de Disney. C'est aussi important, voilà, que Blanche-Neige, par exemple. Blanche-Neige, on se dit, oui, c'est le premier long-métrage d'animation. Non, c'est le premier long-métrage de Disney. Et je crois que c'est un des premiers en couleur, voilà, en long-métrage, tout ça. Mais c'est pas du tout le premier long-métrage d'animation, loin de là. Donc, oui, oui. Enfin, c'est... Bon, la frise, je suis pas trop d'accord sur la fin. Sur la fin, je trouve que ça se casse un petit peu la gueule. Mais allez, pourquoi pas. Il y a des inexactitudes, mais de toute manière, il y a un côté où résumer l'histoire du cinéma, l'histoire du jeu vidéo en genre 10 dates clés. C'est compliqué, quoi. Alors... Qu'est-ce qu'il a bien pu nous trouver pour répondre au titre de sa vidéo, celui-là? Bah déjà, c'est pas le même titre. Hein. C'est pas le même titre parce que là, c'est le jour où le cinéma s'est fait battre par un jeu. Et là, c'est le jour où le jeu vidéo a battu le cinéma. Donc voilà. C'est quoi en fait le premier film full animation court ou long? Alors court, c'est un film qui prédate même de l'histoire du cinéma qui s'appelle Pauvre Pierrot, je crois. Qui est genre 1894, 92, je sais plus trop. Et le premier film de cinéma c'est 1895. Donc voilà. Et le premier long métrage full d'animation, en fait le problème c'est que on peut pas parler de premier long métrage d'animation, on peut parler de premier long métrage d'animation conservé. C'est-à-dire que on se dit ok, parce qu'en fait on a perdu énormément. Il y a Gertie le dinosaure aussi qui est très très important, mais je crois que c'est un court métrage encore. Parce que du coup, Pauvre Pierrot, c'est un truc assez bizarre où c'est dur de dire que c'est de l'animation. Phantasmagorie, c'est aussi un des premiers courts-métrages d'animation, qui est très spécial aussi. Et en fait, ça dépend aussi de ce que tu admets comme étant de l'animation. Est-ce que telle méthode c'est de l'animation, telle méthode non? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On n'a pas déjà vu cette vidéo? Non, pas du tout. Un jeu vidéo sur PlayStation 3 sorti en 2013 qui aurait battu le cinéma. J'imagine c'est The Last of Us. Alors oui, juste avant, on va préciser un truc quand je parle de battre le cinéma, c'est bien entendu sur son propre terrain. En faisant un film. Enfin, c'est... Comment ça battre le cinéma? Pour moi, pour battre le cinéma, enfin...
déjà, c'est quoi battre le cinéma? Comment est-ce que tu bats le cinéma? Tu bats une industrie, peut-être. Battre l'industrie du cinéma, c'est faire plus que le cinéma. Bon, ça fait déjà des années hein, que le jeu vidéo a battu l'industrie du cinéma. Le jeu vidéo reste l'industrie qui génère le plus de thunes au monde. Ça veut dire quoi, battre le cinéma? Ça veut dire que The Last of Us c'est un mauvais jeu? Bah peut-être. Peut-être c'est ça finalement. Peut-être c'est ça de dire en fait que, à force de trop vouloir faire un jeu, un film en jeu, bah tu finis par ne pas faire un jeu. Bon. En ne comptant pas le gameplay, je suppose. Ouais, c'est comme dire que la sculpture va battre la peinture. Oui, c'est bizarre. Enfin, y a pas une compétition entre les arts, justement. C'est un peu étrange, quoi. Genre, le jeu a fait plus d'entrées en salle. Ouais, enfin, c'est... Bon, c'est étrange pour l'instant comme constat. Voyons voir la suite. Parce qu'en termes d'interactivité, de gameplay, de jouabilité, évidemment que le cinéma se fait éclater. Ouais, alors, oh putain... oh là là. Pardon, Alors, déjà, je suis pas d'accord avec certains trucs. Le cinéma, c'est bien entendu sur son propre terrain. Parce qu'en termes d'interactivité, de gameplay, de jouabilité, évidemment que le cinéma se fait éclater. Alors, déjà, en quoi un film n'est pas interactif? C'est pas parce que tu n'as pas une manette entre les mains qu'un film n'est pas interactif. Moi, c'est quand même le truc où je suis catégorique. Il y a des films interactifs, ça c'est vrai aussi. Et globalement, bah, il y a un truc, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas une manette entre les mains qu'un film n'est pas interactif. Si un film était passif, c'est vraiment juste, t'es là et t'es BA et t'as un truc dans la gueule. Non, un film est interactif parce qu'il y a des moments où on rigole et où tu fais quelque chose. Donc vraiment, voilà. Niveau goût aussi, je préfère un gratin dauphinois plutôt qu'un film. Bah voilà. Du coup, c'est... Du coup, un gratin dauphinois a enterré un film sur son propre terrain, puisque l'expérience du gratin dauphinois, c'est une expérience cinématographique. C'est... Voilà. Et c'est... Bref. Comparer le cinéma et le jeu vidéo, la débilité. Bah après, c'est deux arts très populaires, visuels. Pourquoi pas? Moi, je trouve qu'il y a des comparaisons et des points à souligner là-dedans. D'autant plus que le cinéma... Enfin, il y a une question aussi de légitimité, parce que le cinéma est vu comme un art très légitime, alors qu'au départ, c'était un art de forain bizarre, qui était vu comme un sous-art qui était discriminé par moments, etc., par des gens. Donc tu te dis, ok, finalement, est-ce que il y a un rapport au divertissement? Enfin, voilà, il y a de ça, je trouve. Tout comme avec la musique, moi je pense qu'on pourrait comparer, c'est juste que c'est moins des arts visuels, donc c'est plus dur d'en faire des vidéos YouTube, mais voilà. Et ouais, quoi. Puis d'ailleurs, la place du spectateur, c'est ce que tu dis le plus. Bah bien sûr, enfin c'est ce que tu fais le plus quand tu fais un jeu vidéo ou quand tu fais un film, c'est comment le spectateur va recevoir la chose. Je suis team, le jeu vidéo n'est pas un art, même si j'adore les jeux vidéo. Pas bien. Moi, ça dépend. Il y a des jours où je suis team, le jeu vidéo est un art, il y a des jours où je suis team, non, c'est pas un art et en vrai, on en a rien à foutre. Mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est juste sur des mots, il se passe rien dans le film de plus que quand tu ris devant. Oui, bien sûr, mais c'est ça le truc. Après, bon, ça te tue en... Mais pourquoi? Bah, en fait, ça dépend de comment j'imagine la chose. Mais en fait, c'est pas une question de... parce que je trouve les arguments, par exemple, d'Antoine Goya en mode non, mais parce que d'après la définition d'Hegel, c'est pas de l'art. Je suis en mode oui, après, moi, j'ai pas les définitions d'Hegel. Et je vois le truc où en fait, c'est quelque chose qui... Enfin, comment dire? Les définitions de type, c'est quelque chose qui doit être admiré par indécence. Je suis en mode oui, mais en même temps, je trouve ça assez réducteur et je vois le truc où le jeu vidéo peut être un art et peut-être aussi une voie de juste divertissement et voilà. Tu veux le ranger où? Un médium. Un médium ou un produit à consommer. Non mais voilà quoi. Pourquoi en faire un art pour le rendre légitime? Oui, voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je suis en mode, bon, c'est pas non plus génial, quoi. C'est l'art le moins interactif, sans doute, le cinéma. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un support. Ouais, voilà, enfin, il y a d'autres termes pour moi à utiliser, peut-être. Après, pour moi, c'est un art un jour sur deux, hein, je vous le dis. Hein, c'est des trucs qui servent à rien et qui coûtent cher à produire et fait ressentir des trucs aux gens. La publicité aussi. Enfin, c'est encore une fois, c'est pour ça que c'est dur de rentrer dans ce genre de catégorie d'art, parce que les définitions de l'art, ça met des années à s'étudier, ne serait-ce que ça. Donc c'est compliqué, quoi.
Les jeux TV c'est de l'art pour ceux qui y participent, mais les jeux de plateau peut-être que peuvent être de l'art, ouais c'est ça. La pub est un art, oui mais bien sûr. Après ça dépend en fait, c'est à chaque fois, c'est chacun a un peu sa définition qui bouge un petit peu et voilà quoi. Je suis team, on s'en fout complètement tant qu'on arrive à analyser pourquoi c'est un excellent médium. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Goya qui l'analyse que sous l'angle de l'amusement. Oui je suis d'accord, ça par contre je suis d'accord. C'est que je suis en mode en vrai... Dire que c'est un art ou pas un art, j'en ai absolument rien à foutre. Je trouve que c'est pas la question qui m'empêche de dormir. Et voilà quoi. C'est l'art, juste je reviens sur Terranio, c'est l'art le moins interactif sans doute le cinéma, la lecture tu t'imposes, tu contrôles le rythme des mots, l'architecture, la sculpture tu te déplaces dedans, c'est sûr. Après ça veut pas dire, encore une fois je reprends les arguments là de ça l'explose en termes d'interactivité. Je suis en mode oui bon, c'est... Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait, c'est une affirmation OSEF et puis voilà quoi. Donc ouais. Vu que c'est juste pas son but, mais en termes de scénario, d'immersion, de développement de personnages, d'histoire, de mise en scène, là c'est le sujet. Bah oui, alors c'est le sujet, mais il n'y a pas de mise en scène en jeu vidéo, vu que c'est pas un film justement. C'est pour ça que je comprends pas. Pourquoi parler de mise en scène dans le cadre d'un jeu vidéo? Vu qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas une scène. À la limite, il y a une scène virtuelle, mais du coup, comme tu ne contrôles pas tous les aspects de la scène et que c'est interactif, ce serait plus comparable avec une œuvre de musée, par exemple. De ce côté-là. Franchement, pour moi, le jeu vidéo, c'est pas un art, mais il peut le mobiliser. Peut-être, c'est plus une définition peut-être légitime, mais bon. En termes de ressentir des émotions, ce qui est pour moi la finalité de toutes les formes d'art. Ah, alors c'est vrai que ça, ce genre de graphique-là, à chaque fois où c'est très des... oui, le cinéma est la forme d'art ultime parce que il y a tous les arts en même temps. Je suis fatigué de ce genre d'affirmation-là parce que je suis en mode non, c'est pas parce que tu mobilises tous les arts du monde que ça en fait un art, justement. Justement, parce que si tu rajoutes quelque chose, c'est un peu l'argument, voilà, l'argument art total qu'on avait tenté pendant un temps... dans l'œuvre des hommes avec l'opéra qui était vu en son temps comme l'art total parce qu'il y avait de la musique, des arts de la scène, des arts du décor, donc de la sculpture, de la peinture et des arts du jeu et des arts des arts du jeu quoi. Donc il y avait ça à l'époque, mais oui. Ça fait déjà 15 ans que je lis ces textes sur l'art total du JV, vraiment faudrait se mettre d'accord et passer au point suivant. Oui, voilà. Tu considères pas que c'est la mise en scène de comment un perso se mouvoit dans l'environnement 3D? Genre un jeu à... Bah c'est pas de la mise en scène dans le sens du cinéma. C'est ça que je veux préciser. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une scène. Il y a une scène, même si c'est une scène 3D, tout ça, il y a une scène. Maintenant, en fait, quand tu mets en scène quelque chose, Ah putain, pourquoi j'ai des alertes TikTok comme si je prenais la pilule? Genre, mais j'ai des alertes toutes les 45 minutes pour relancer tout ça. Mais un jeu à caméra fixe type RE par exemple, bah, justement il y a un côté où c'est très... Où est-ce que le spectateur se place aussi quoi? L'art total, le regard à l'intérieur, le spectateur n'a pas accès à la totalité du support, bien sûr, mais... il y a quand même un truc où là il y a plus d'interaction que juste bon bah tu es placé à tel endroit, et ce côté là et tu n'es pas en contrôle de tout ce qui se passe et quand tu mets en scène quelque chose au cinéma ou au théâtre tu donnes quand même une ligne directrice qui est absolument totale et qui bouge pas trop quoi on va dire, que ce soit même au théâtre ou au cinéma. Là dans le jeu vidéo c'est différent. Tu vas avoir quelques aspects de mise en scène en JV quand tu guides le joueur pour qu'il découvre tel élément ou événement sous un certain angle prévu avec potentiellement déclenchement de musique, etc. Bien sûr. Mais dans ce cas, quid des open world où en soi, t'essayes de pas trop guider et t'essayes de faire un côté bac à sable à la chose. Encore une fois, il y a un côté où il y a tellement de genres de jeux vidéo que c'est compliqué aussi à gérer, quoi. Mise en scène, c'est aussi où placer les personnages et ça, c'est pas prédéfini dans le JV, tout à fait. C'est une autre grammaire, le JV, donc ça peut être intéressant de s'inspirer du cinéma, mais faut pas s'en permettre dans ça en cas de... bien sûr. Là, on peut jouer un match. Et ce match, en effet, c'est le 14 juin 2013 qu'à mon sens, le jeu vidéo l'a remporté. Alors, du coup, le jeu vidéo a gagné parce qu'il y a eu un bon jeu vidéo, comparé à 120 ans de cinéma. Moi, j'avoue que c'est aussi ça qui me fait un petit peu glousser, c'est que je suis en mode, putain, il y a eu 120 ans de cinéma, il a suffi d'un jeu vidéo pour l'enterrer. Mais voyons voir. Parce
qu'encore une fois, moi j'adore The Last of Us, hein. Je trouve que c'est une excellente saga de jeux vidéo, je trouve que c'est génial. J'ai pleuré, j'ai joué plusieurs fois, j'ai joué peut-être 3-4 fois à The Last of Us 1 et 2 fois à The Last of Us Partie 2, hein, vraiment. Donc je trouve que c'est un excellent jeu vidéo où il se passe beaucoup de choses, mais ouais. La mise en scène au théâtre, c'est un lore de fou selon le metteur en scène et les pièces. Bah bien sûr, et c'est à chaque fois différent, et il y a des trucs où il y en a, ils privilégient beaucoup plus les décors que les acteurs, enfin c'est... Oui, bien sûr, il y a des équilibres à avoir, tout comme au cinéma. La mise en scène, c'est pour beaucoup le cadre, pour d'autres, c'est les acteurs. Zelda Breath of the Wild, c'est open world bac à sable, mais c'est quelque chose... la sortie de la grotte au début avec tout le monde qui s'affiche loin, bien sûr. Bien sûr, mais ça c'est un moment où d'ailleurs t'as pas le contrôle de la caméra en plus. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un moment cinématique aussi. Moi j'ai joué aux deux mais pas en entier parce que les zombies font peur. Bah normal, c'est le clumsy. Mais normal. C'est pour ça que la série elle est pas mal pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Mais je trouve que bon c'est dommage parce que bah je trouve les choix de la série ils sont pas très bons. Enfin la saison 2 la saison 1 elle est très bien pour ceux qui n'ont pas fait le premier jeu. Je trouve qu'elle adapte très bien le premier jeu. Je trouve pour l'instant la saison 2 du coup qui est la première partie qui adapte le deuxième jeu. Il est compliqué quoi. L'exemple me filme tellement, c'est équivalent de comparer la Joconde au dernier album de Ruff. Oui voilà, le dernier album de Ruff a enterré la peinture. Et là, tout le monde commence à se dire que la vidéo sert pas à grand chose, que The Last of Us, tout le monde a déjà fait 3 romans dessus, et oui. Que finalement je vais peut-être cliquer sur cette vidéo là, tiens. C'était mieux dans le livre, c'était mieux la route là. Que YouTube me propose, mais je serai vous, j'éviterai. Ah bah écoute, je vais éviter ici, on ne se contente pas de raconter l'histoire et de dire que c'est génial comme histoire. Ah bah bon bah désolé, il y a du spoil. Hein. On le prouve. On prend le cinéma, on regarde ce qu'il fait de mieux, puis on regarde ce jeu et on comprend. Alors, attendez, qu'est-ce qui se fait de mieux au cinéma? Moi, je dirais pas que c'est Avatar. Alors, Avatar, c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps, mais du coup, bah, tu prends ce qui se fait de mieux au cinéma et tu prends Avatar parce que c'est ce qui est le plus vendu de tous les temps. Ok. Du coup, compare Avatar et Minecraft. Parce que Minecraft, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Compare Avatar et Street Fighter 2. Je crois que ça a été un des jeux de combat les plus vendus de tous les temps. Compare Avatar avec Tetris. Et là, on regarde au niveau des émotions parcourues. Et je trouve là, par contre, que il y a une vraie comparaison. C'est-à-dire que Avatar et Minecraft, il y a quand même quelque chose. Et il y a quand même un truc où c'est puissant en termes d'émotion, hein, mine de rien. Minecraft, il y a des moments où on pleure. Donc vraiment. L'angle qu'il veut prendre n'est pas clair, je trouve, c'est dommage. Bah ouais, c'est dommage. Pourquoi c'est génial? Alors, le cinéma, on en a déjà parlé pas mal de fois. Ils sont super. J'ai pas vu ces vidéos avant. Voir, je crois bien que c'est la mise en scène. Loupé. Ah, c'est dommage, parce que c'est pas le super pouvoir du cinéma. Le super pouvoir du cinéma, il est multiple. Ça a été étudié des tonnes et des tonnes de fois. Il y a des gens qui ont des réponses différentes selon le jour de l'année. Enfin voilà. Et des gens qui ont étudié le cinéma pendant 40 ans et qui disent pour moi c'est ça, pour moi c'est ça. C'est compliqué, c'est-à-dire que pour moi le cinéma c'est l'art du temps, c'est l'art du mouvement aussi et de comment tu moues tes personnages, c'est le popcorn également, c'est l'expérience spectateur, mine de rien c'est le popcorn aussi parce que c'est l'expérience spectateur, c'est aussi l'abondance de messages en fait c'est-à-dire que encore une fois t'as un côté où tu as l'image, le son, avec à chaque fois des choses très... où il se passe beaucoup de choses, un plan il se passe beaucoup de choses, un son il se passe beaucoup de choses, et en plus l'image elle bouge, c'est-à-dire que l'image elle bouge, et en plus on en revient là-dessus, c'est-à-dire que c'est quand même un des arts les moins interactifs du monde, c'est-à-dire que oui il y a des notions d'interactivité dedans si on veut, c'est-à-dire que tu peux avoir une réaction face au film, déjà le film ne va pas te répondre, mais le film va continuer, peu importe ce qui se passe, donc voilà, tu réponds pas c'est le montage, bah oui mais le montage c'est le mouvement, parce que il y a des films qui sont pas montés, il y a des films qui sont entièrement en plan séquence, du coup qu'est-ce qu'on en fait de ces films-là? Et du coup, oui, il y a du mouvement dans tous les cas. C'est le truc. Et il y a du mouvement par le montage, parfois. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Pour moi, c'est pas juste le montage. C'est le truc, c'est le mouvement. C'est le temps. C'est le temps scellé, comme certains disent. Et c'est l'art du temps. Et c'est l'art aussi de... peu importe ce que tu fais, ça va continuer. Ça va continuer.
Pour moi, un plan séquence, c'est du montage. Bah pour moi, non. Pour moi, un film avec du montage, c'est un grand plan séquence de choses. À Disneyland, des films, ils sont interactifs. Bah oui, les films 4D, là. Les films... L'attraction avec Buzz l'éclair, là, où tu tires, elle est interactive. C'est du cinéma. Puis c'est pas le même temps consacré, on est là à pleurer pour 3 heures de film et finir un jeu ça prend minimum 20 heures. Aussi oui c'est un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire que, et puis c'est aussi un rapport consumériste, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est impossible de vendre un jeu qui dure 3 heures AAA. C'est pas possible quoi. Pas de montage, c'est aussi un choix de montage. Oui parce qu'il y a un plan in, plan out, ça je veux bien. Le montage, c'est surtout la narration, non, et un plan séquence, c'est une décision formelle, donc du montage. Oui, si vous, en absence de montage, si vous voulez. Mais oui, du coup, il y a du montage. Ça, je vous rejoins, il y a du montage, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est pas que ça, c'est ça le truc. C'est une abondance de choses et de manières de définir c'est quoi le cinéma. Et encore une fois, il y a des tonnes et des tonnes d'écrits. Moi, je les ai pas tous lus, les écrits. J'en ai lu quelques-uns. J'ai lu l'image temps, l'image mouvement de Deleuze. J'ai lu du Tarkovsky. J'ai lu du Eisenstein. J'ai lu des théoriciens du cinéma. Ok. Maintenant, il y a un vrai truc, c'est que c'est dur de définir c'est quoi exactement le cœur du cinéma. Et pour moi, dire la mise en scène... Bah non, parce qu'il y a le théâtre justement pour ça aussi. C'est pas le même médium quoi, c'est complètement con de chercher à la mesurer. Bien sûr que le jeu vidéo a emprunté au cinéma, comme le cinéma a emprunté au théâtre, voilà, vidéo terminée. Bah oui, c'est ça le truc. Cette question m'emmerde perso. Genre c'est trop dur donc osez. Bah oui, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est très dur de définir c'est quoi exactement. Et encore une fois, c'est pas une vidéo de moins de 10 minutes qui va définir. Ne serait que pour définir c'est quoi le cinéma, faudrait 1 heure quoi. Enfin, c'est ça le truc quoi. C'est la caméra, ouais à la limite c'est la caméra. Mais bon, c'est pas... Enfin, c'est le placement de la caméra et du coup, comment tu places la caméra, ça d'accord. Mais si elle bouge pas la caméra, il y a aussi ce côté où c'est... Voilà, et puis il y a Blue. Il y a Blue de Andrake, je sais plus quoi. Donc ouais. Ouais, le truc qu'avait présenté Antoine Goya, il y a Hurlement en direction du vent là de Sade là, par Guy Debord, où c'est juste un écran blanc, un écran noir. Voilà quoi. Caméra plus montage, ouais, il y a de ça. Tu vois ça avec la zone d'intérêt, il n'y a aucun mouvement de caméra. Bah oui, mais la caméra elle bouge, c'est juste qu'on la voit pas bouger. Il y a de ça. Et pareil dans Jeanne Dillman, la caméra elle bouge, mais on la voit pas bouger parce que bah au plan d'après elle est... C'est juste qu'elle a bougé très vite. Elle a bougé en une image. C'est comme ça que je vois perso quand il y a des mouvements d'image. Ça c'est mon truc de monteur en plus. De monteur où parfois je fais des trucs où genre sur After je place une caméra et au lieu de me dire bon je vais placer plusieurs caméras, en fait je la fais bouger en une image pour aller à un autre endroit et ça fait un cut en fait. De toute façon le cinéma c'est finito, faut se brancher TikTok. Bah oui. Bah oui. La caméra Sonic, le cinéma, le JV. C'est vrai. Quid de Sonic le film? Est-ce que Sonic le film n'a pas enterré le cinéma sur son propre terrain, finalement? Et non, mais c'est tout ça pour dire que il y a plein de choses qui se passent au cinéma. Et il y a un vrai truc, c'est que pour moi, ce qui est fascinant aussi au cinéma, c'est qu'il y a un côté où moi je n'ai qu'une seule certitude, c'est que on peut pas revenir en arrière. Enfin, j'ai 2 certitudes du coup. On peut pas revenir en arrière. Et peu importe ce qui se passe, la vie ira de l'avant. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, le soleil va se lever demain. Et je peux pas revenir à hier pour refaire des choses, etc. J'aimerais. Grand Dieu, j'aimerais. mais je peux pas revenir en arrière. Et ben le cinéma, c'est beaucoup ça. Le cinéma, c'est beaucoup, bon ben je peux pas revenir en arrière. Je peux que aller de l'avant. Et peu importe ce qui se passe, si je suis perdu, je suis perdu. Donc voilà, pour moi, il y a ça. Alors que le jeu vidéo, je peux mettre pause. Déjà. Comment je peux mettre pause. Et je peux me dire, bon bah ok, là je mets pause. Et je peux choisir en fait combien de temps je mets pour faire telle quête, pour faire tel aspect. Il y a des gens qui finissent un jeu en 20 heures, il y en a qui le finissent en 40 heures. Donc voilà, l'interactivité de la conscience sera toujours plus libre que celle délimitée par un clavier ou une manette. Bah oui. Tu joues pas à des jeux pas cassables aussi peut-être? Bah si, pourtant, j'ai dit Breath of the Wild. Breath of the Wild, il y a un côté où t'es... Et puis même, la plupart des jeux, même linéaires, The Last of Us, il y a des gens, ils disent ils l'ont fini en 20 heures, d'autres ils l'ont fini en 23 heures, des trucs du genre, il y a quand même une petite différence aussi. Alors qu'un film, bon bah il dure 3 heures, il dure 3 heures pour tout le monde. C'est ça le truc quoi.
Un Red Dead Redemption peut venir te toucher alors que tu branles rien dans la pampa. Bah oui. Bah oui, bah oui. Comment on devient monteur plus gagner de l'argent avec? Bah il faut que des gens t'en donnent. Non, c'est dur à dire en vrai, c'est une vaste question ça. Bien que c'est la mise en scène. Comment je place les trucs, comment je les fais bouger, comment je les filme et quel bruit ça fait. Et quelle musique je fous par-dessus. Et quelle musique je ne fous pas par-dessus aussi. Ou par-dedans. Oui, musique intradigétique, ça. Le reste, c'est d'autres arts qu'on vient agglomérer, donc on va dire que ça compte pas. Enfin en vrai, ça compte, mais ce serait pas du jeu car les jeux vidéo font ce qu'ils veulent. Niveau décor, maquillage, tout est possible et tout coûte la même thune. Oui, bon après il y a des films d'animation aussi, et ça là-dessus, pareil. Il y a des car designers et des gens qui bossent les décors dans des films d'animation. Enfin, comment ça s'appelle le cours de Satoshi Kon, enfin qui a été scénarisé par Satoshi Kon où il est DA dans Memories là, je sais plus le nom, Magnetic Rose je crois, où pareil, bah du coup il crée tout son décor, tous ses personnages, et pareil il place où va sa caméra et son rapport au temps quoi. Notamment au cinéma, où dès qu'on veut sortir un petit peu de notre monde à nous, ça coûte une blinde. Par contre, ce qu'on peut... Oui, bon après c'est aussi parce qu'ils n'ont pas voulu faire un truc en animation. Et ça coûte une blinde. Les gens, le jeu vidéo, enfin... Monde à nous, ça coûte... Je pense que le jeu vidéo The Last of Us a coûté à peu près aussi cher que la série, que la saison 1. Hein. C'est possible, hein, parce que les jeux vidéo aujourd'hui... Enfin, combien il a coûté The Last of Us budget. Oui, game. Budget. Tac. C'est un argument marketing en plus le prix des épisodes, bah bien sûr. Et puis, en plus, c'est... Ça a pas de sens parce que, pareil, pourquoi ça coûte 10 millions? Ça coûte pas 10 millions parce que... À cause des décors. Parce que lui, il semble dire que c'est à cause des décors. Non, ça coûte 10 millions parce qu'il y a Pedro Pascal qui prend 1 million par épisode. Alors c'est juste ça en fait. Tac, mais on a aucune idée du budget du coup de The Last of Us. Bon, The Last of Us 2, il a coûté 220. Peut-être qu'il a coûté deux fois moins du coup The Last of Us 1. Donc ouais, c'est à peu près pareil quoi. Et puis ouais, c'est normal. Tac. Ah non, il a coûté 20 millions. Tac. Rough based on the fact that it was profitable. Ok. Ouais, il a coûté 20 millions. Donc on est... Bah, finalement, on n'est pas si loin que ça. Surtout avec l'inflation, tout ça. Quand même un côté où, ouais, c'est... Puis ouais, encore une fois, c'est un argument marketing à la con. C'est pas sur ça que je vais compter tout ça, quoi. 20 à 30 millions de dollars. Ouais, pour 10 épisodes. Bah, du coup, pour 10 épisodes, donc ça fait 100 millions. Sachant qu'il y a Pedro Pascal qui prend une grosse partie, etc. Et sachant que pour The Last of Us, c'est que des no-name au générique. En tout cas, ça coûte moins cher que Pedro Pascal, donc ça n'a pas de sens aussi, quoi. Ça existe vraiment des acteurs qui se payent moins pour faire advenir un projet où c'est une légende. Ça peut exister. Ça peut exister. Une blinde. Par contre, ce qu'on peut... Mais globalement, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand un acteur vient... S'il est payé aussi cher, c'est aussi parce qu'il ramène de la thune. C'est-à-dire que dès qu'un acteur arrive sur un projet... ça va permettre aux gens derrière le projet d'être beaucoup moins frileux en termes de en termes de combien de thunes a été mis dans le projet. C'est-à-dire que si Pedro Pascal arrive sur un projet, tu peux rajouter 10 millions très très facilement. Mets Pedro Pascal dans un jeu vidéo, tu vas voir le prix du budget. Bah oui, le prix du budget, il a dit, hein, vraiment. Oui, c'est les contraintes du cinéma. Bah ouais. Considéré en plus de cette fameuse mise en scène, c'est l'écriture. Les personnages, l'univers. Ouais, après il y a une écriture aussi, non? Comment l'histoire avance. Car ça, les deux médias le font tous les deux et aucun n'est avantagé. Et les deux... Alors, comparé au cinéma, le problème c'est que les films de 7 heures, ils existent. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et là où des jeux vidéo de 7 heures, c'est très court. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi, enfin, si tu parles de qualité d'écriture, oui, aucun n'est avantagé, mais pareil, il n'y a pas une question d'avantage, mais il y a quand même une question de tu peux passer beaucoup plus de temps sur un jeu vidéo que sur une série, quoi. Donc bon. Doivent le faire bien.
Et ce qui est marrant, c'est que The Last of Us, eh ben, elle te met une droite de l'espace sur absolument tous ses aspects, en l'espace d'un quart d'heure. Et t'envoie en position fétale dans ton siège de gamer pour le quart d'heure d'après. Donc, niveau ressentir des émotions, je dirais que oui, c'est gagné. Genre... Putain, alors, moi, faut savoir, The Last of Us, ça a été un de mes premiers jeux quand j'étais ado, quoi. Enfin, voilà. Bon, c'est pas un de mes premiers jeux vidéo, mais quand même, c'est un jeu qui m'a marqué quand j'étais ado. Je sais pas, enfin... Oui, c'est triste, ça te fait pas chialer non plus, quoi. J'ai connu plus triste dans ma vie que cette intro de The Last of Us. J'ai connu l'intro de là-haut, par exemple, qui est impossible à faire en jeu vidéo. Donc ça a pas de sens. Alors, carrément gagné. Mais bon, je vais plutôt vous montrer. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. Je croyais qu'on n'allait pas montrer les choses. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Ouais, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. C'est une super intro d'ailleurs, hein, elle est vraiment bien faite. Tu me fais une place? L'intro de là-haut, c'est du terrorisme. T'as eu une dure journée? Oh chérie, non pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv? Alors déjà... Si tu veux montrer quelque chose, faut pas rajouter une musique par-dessus. Bah oui, c'est une cinématique. Enfin, c'est... Là, on peut cocher quelques cases, vous et moi. Jeu d'acteur, impeccable, suffisant. Alors, moi, vous savez, ici, on est pro VF. Hein. On est pro VF et tout. Jeu d'acteur, là, c'est la VF. Tu peux pas trop juger, en fait. Je sais pas s'il va en parler, hein, mais... Du coup, tu peux pas trop juger, en fait, l'acting, vu que c'est pas... Enfin, c'est dommage, pour le coup, tu aurais pu montrer la séquence en VO, tant qu'à faire. Ça aurait pu faire encore plus cinéma, presque. En tout cas, pour faire passer de l'humour... Elle te plaît? Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi? Non. Et au second degré. En plus, je trouve qu'il y a un vrai truc. Hein. Bon, déjà, ce côté... C'est des cases à causer, c'est des cases à cocher pour savoir si c'est un excellent jeu vidéo ou pas. Je trouve qu'il y a un côté presque anti-art bizarre. Mais surtout, enfin, je trouve que même l'acting, du coup... c'est un peu un mauvais moment pour montrer de l'acting comme ça, parce que c'est pas non plus à péter par terre, quoi. Arrêtez. Quoi? Non. La réaction de Sarah et tout, je trouve qu'elle est un peu bizarre en plus. Et au second degré, ce qui n'est clairement pas chose aisée avec des modèles 3D. La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Éclairage... Ouais, oui, elle est goofy, mais ouais, très technique. Techniquement, c'est bien fait, quoi, ouais. Modèle 3D. La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Éclairage... On aura de meilleurs exemples dans pas longtemps. Ouais, hein. C'est un monteur pro de mémoire Spaymotion. Non, mais l'aspect motion design, là, il est bien fait, bien sûr, mais bon. C'est le gameplay qui m'intéresse pas, ces moments où ils essayent de faire... Ouais, oui, moi je suis pareil, hein. Surtout que je trouve The Last of Us, pour le coup, c'est un des jeux qui réfléchit le plus à son gameplay. Genre, vraiment. Et qui réfléchit le plus à l'interactivité avec le joueur et à comment le joueur ressent les choses. Et ça passe par le gameplay beaucoup, hein. C'est-à-dire que bon, si ça spoil, je peux spoiler The Last of Us Partie 2, mais dans The Last of Us Partie 2, le moment où tu joues Abby et où tu es en combat contre Ellie, et comment ça joue la chose, comment Ellie est figurée, etc., et comment toi tu es figuré, en fait, que tu te rends compte que elle a exactement les mêmes mouvements que toi, et que en même temps, elle est plus puissante que quand tu l'incarnais toi-même, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et il y a un truc, un sentiment qui se passe de putain, mais je savais pas qu'on pouvait la jouer comme ça. Et je n'étais même pas conscient de ma propre force, en fait. Parce que tu n'es pas conscient de ta propre force quand tu joues à un jeu vidéo. Donc ça, là-dessus, il y a un putain de message, hein, je trouve. Il faut arrêter, les jeux vidéo sont souvent des piètres films scénarios, sauf quelques exceptions peut-être. Enfin, quand ils font genre cinéma. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand les jeux vidéo essayent de faire du cinéma, il leur manque juste d'avoir un bon scénario. Genre vraiment, quoi. Surtout qu'elle appelle beaucoup plus Joël dans le gameplay. Oui, en plus. En plus. Je le garde. Dialogue, tout simplement excellent. Excellent, enfin, c'est pas ce qui me fait péter par-dessus la jambe, quoi. Vraiment, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard non plus au niveau des dialogues là-dessus, hein. On nous apprend l'existence du papa. Non. Oh, putain, j'en ai... Je suis désolé hein, qu'il y ait ces bruits là actuellement.
Je peux rien faire. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que je peux rien faire parce que là, c'est juste derrière le mur et il y a personne qui peut, rien faire. Donc voilà quoi. Pas longtemps, on se le garde. Dialogue tout simplement excellent. On nous apprend l'existence du papa, de la fille et de ce Tommy, le père. Ok. Putain, on nous apprend l'existence du papa et de la fille. Vous vous rendez compte quand même, hein. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo avant. Donc c'est fou quoi. Alors qu'à côté de l'intro de Drakengard 3 avec le dragon qui se pisse dessus, ça c'est du cinéma. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je me désabonne, je suis pas sub. Bah, c'est à corriger ça. N'hésitez pas les gens à sub. Ah, excellent dialogue, putain, c'est fou quoi. C'est dingue, hein, ces dialogues où on nous apprend qu'il y a 3 personnages, puisque en fait il y a 2 personnages qui discutent et qui discutent également d'un 3e personnage. Ça, j'avais jamais vu ça dans un film avant. J'avais jamais vu ça dans un film. C'est-à-dire que j'ai regardé Valeurs sentimentales et récemment, et ça ne, enfin, au début quand ça parle d'un autre personnage et qu'en fait ce personnage-là tu le verras jamais. C'est fou ça, c'est totalement dingue. J'avais compris qui c'était avant qu'il parle. Bah oui, enfin c'est pour ça que pour moi c'est pas de l'écriture, c'est de la mise en scène et c'est de quand tu fais rentrer tes personnages, un peu comme au théâtre ou comme les livrets qui exposent des pièces de théâtre, je crois que c'est un nom spécifique. Mais ouais, ça a pas de sens quoi. Le père a l'air relativement sympa et semble beaucoup aimer sa fille. Sa fille est suffisamment gentille pour lui offrir un cadeau. C'est quoi la take? La take, c'est que The Last of Us a enterré le cinéma. Parce que ça a fait 100 fois mieux que le cinéma sur le terrain du cinéma. Est suffisamment intelligente pour comprendre l'importance que ça a pour lui. Et Tommy... Quoi? Attends. Relativement sympa et semble beaucoup aimer sa fille. Ouais, bon, bah, un père de famille. En fait, c'est ça le truc, c'est que le problème, c'est que ce que ça met en œuvre là-dessus, le problème, c'est que tout a déjà été fait là-dessus. C'est-à-dire qu'un père aime sa fille. Waouh, je n'ai jamais vu ça avant. Dans l'histoire de l'humanité, j'ai jamais vu ça avant, en fait. Donc, je vous avoue que je suis sur le cul. Un père aime sa fille, donc en fait, le truc, c'est que ça s'appuie sur des clichés, quoi. Ça met en œuvre l'inculture du gars. Bah, c'est pas grave hein, d'avoir une inculture, c'est juste que, enfin, et d'avoir des lacunes à certains endroits. C'est juste que du coup, il faut pas avoir ce sentiment-là de je suis le meilleur que tout le monde, quoi. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que là, un père aime sa fille. Oui, ok, mais parce que tu as vu des centaines et des centaines d'œuvres précédemment qui montraient un père aimer sa fille. C'est pour ça, justement, que ça s'appuie sur un cliché, sur un trope, en fait, de, je sais pas, tu vois, ça parle de Red Dead 2 dans le chat. Tu vois un personnage qui a un chapeau, un revolver et une tenue avec des bottes, tout ça. Bon bah tu te dis oui, ça appelle au cowboy et tu te dis oui, ok, je ressens que c'est un cowboy, mais c'est pas parce que l'écrit nécessairement l'a construit comme ça, c'est aussi parce qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de construction de c'est quoi un cowboy en fait. Et c'est après c'est au jeu de le construire également, ça c'est sûr. Est suffisamment gentille pour lui offrir un cadeau et suffisamment intelligente pour comprendre l'importance que ça a pour lui. Et Tommy, on sait qu'il existe, c'est déjà pas mal. Tout ça. Ouais, bon, justement, on sait qu'il existe, ça aurait pu aller plus loin. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si ça allait plus loin, ça aurait dit que c'était génial. Bah non, parce que qu'est-ce que je m'en fous que Tommy il existe. Genre, ça le truc. En une minute et de manière très discrète, implicite, qui ne te donne pas l'impression. Justement, moi je trouve que en plus l'exposition pour le coup de The Last of Us, elle est très très explicite. Genre c'est vraiment oh salut papa, je t'offre cette montre qui sera importante plus tard. Genre vraiment, ça date de quand? D'il y a un mois. C'est qui Tommy? C'est le frère de Joël. C'est le frère de Joël. Donc encore une fois, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tommy. Tu ne sais pas si c'est son frère, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est un ami, si c'est le voisin. Lui il s'appelle Tommy, ça peut être, je sais pas, le pote de la fille ou un truc du genre. Donc c'est vraiment, enfin ça, moi je trouve que justement il y a un côté où ça expose énormément de l'intrigue en fait. Et même ce côté où la montre, comme ça, comme elle est montrée dès le départ, tu sais généralement, à cause de ce côté fusil de Chekhov, tout ça, que un objet qui est introduit dans le premier acte sera utile dans les suivants, et c'est un objet qui sera important plus tard, et où il y aura des manières d'en reparler, etc. Et voilà, il y aura notamment une scène où ça dit « Ah, ta montre, elle marche plus ». Bah voilà, c'est du coup un élément symbolique de la perte de sa fille, tout ça. Mais bon,
Et oui, t'as un rapport au temps, justement. Qu'on te prend pour un con. Et donc... Je trouve justement que l'intro, elle te prend quand même pas mal pour un con, surtout les premiers dialogues. Après, ça s'améliore, hein. Ça s'améliore après, mais même les premiers dialogues où... Enfin, il y a quand même un moment où tu es dans l'arrière de la voiture, et où tu regardes à l'arrière tout ça, ce qui se passe dehors, et tu entends des trucs à la radio, et c'est le truc le plus cliché qui existe, d'entendre des trucs à la radio, de comment ça se passe, etc. Enfin, c'est normal. Bien écrite. Car dans un mauvais jeu ou un mauvais film, ça... Oh, putain, mais qu'est-ce que vous avez avec Star Wars 8? Surtout comparer Star Wars 8 et The Last of Us, ça... Déjà, ça n'a rien à voir, mais en termes de comment c'est écrit, de comment c'est fait, c'est quand même mieux, quoi, Star Wars 8, faut être honnête. Qu'est-ce qu'ils ont avec Star Wars 8? Et le fait de dire, oui, Star Wars 8, c'est mal écrit, je comprends pas, quoi. Ça aurait très bien pu donner... Très mal écrit, en plus, c'est vraiment, enfin... Je comprends pas. En quoi il est mal écrit, Star Wars 8? Faut nous le dire une bonne fois pour toutes, en fait. En quoi il est mal écrit, Star Wars 8? Moi, je suis curieux. T'as pas envie d'avoir des coups originaux? Ouais, mais je sais pas, enfin... Il y a des tonnes de films qui sont mal écrits, il y a qu'à se pencher pour les trouver. Dans les blockbusters récents, il y en a plein, quoi. C'est vraiment où il y a des punchlines qui sont là pour être des punchlines. Ne serait-ce que Star Wars 9. Genre, voilà, quoi. Donc bon, c'est pour ça, pour moi, ça c'est chiant, quoi. Car dans un mauvais jeu ou un mauvais film, ça aurait très bien pu donner... Oui, Tommy, c'est Joël, le père de Sarah. La vie est vraiment dure depuis que sa mère est partie. Ah, Sarah, c'était ton oncle, Tommy. Tu sais, ton oncle à qui tu tiens... C'est pas loin de comment c'est écrit. Beaucoup, ton oncle. Ah oui, et il y a les zombies, plein de zombies dehors, oh là, c'est inquiétant. Oui, c'est à peu près ce qui se passe, hein. C'est juste que... Oui, personne n'écrit comme ça, mais c'est à peu près ce qui se passe en fait, parce que tout le monde a compris que personne n'écrivait comme ça. Tiens, une montre, un symbole, narratif. Mais en fait, on n'est pas con, on comprend les sous-entendus. Et surtout, on n'a pas besoin de... Déjà incapable de définir c'est quoi l'écriture, mais c'est ce qu'il y a de bien ou de mauvais. Bah oui, enfin c'est quoi le but de l'écriture? C'est de transmettre des messages et de les transmettre à peu près bien, mais... Comment tu les transmets aussi, ça se fait sur la longueur. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça aussi que moi j'ai du mal à faire des trucs genre analyse de scène. C'est que analyse de scène, ok, mais la scène elle se construit dans tout un corpus du film ou du jeu. Donc c'est pour ça que pour moi ça n'a pas trop de sens d'analyser juste une scène. Alors évidemment c'est un exercice qui est intéressant dans le cadre des études pour comprendre comment ça se passe, etc. Mais bon. Half-Life 1 en 98 ne perdait pas son temps à essayer de faire du cinéma. Il n'y a qu'une seule et très courte cinématique dans le jeu. Bah oui. Et pareil. Half-Life 1, la cinématique d'intro, tac, Half-Life, la cinématique d'intro, t'as intro, bah t'as tout qui est dit progressivement, quoi, sachant que tu comprends rapidement ce qui se passe. Je crois que t'as un texte vite fait qui te dit, voilà, Black Mesa, Facility, et voilà, quoi, mais sinon tu comprends tout ce qui se passe. Tu comprends, oui, ok, bon bah Black Mesa Facility, qu'est-ce que c'est? Bon, ça a l'air d'être un truc vraiment top secret, bizarre, avec de la technologie étrange. Putain, c'est vraiment bien écrit parce que... Et en plus, c'est interactif, donc déjà, c'est pas, c'est pas juste une cinématique, hein. C'est-à-dire qu'en plus, c'est interactif, après, ça pourrait être une cinématique où juste, bah, tu te fixes devant et tu regardes comme ça, mais c'est juste qu'il y a plein de trucs qui se passent à côté, hein, donc voilà. Et tu comprends du coup que t'as été invité là. Lumière, il y en a, déjà. C'est dit quoi dans le com? Je vais pas regarder parce que je pense qu'il y a des trucs. Enfin, je pense que c'est méchant. J'ai rien contre la vidéo en soi, hein, c'est juste que, encore une fois, enfin, j'ai rien contre la personne en soi qui a fait la vidéo. Et voilà, mais c'est juste que, ouais, ben. Voilà, et t'as vite fait le truc qui arrive. Mais pareil, pourquoi il arrive maintenant pour t'expliquer c'est qui? En plus, ça pourrait être expliqué genre dans le manuel, ça n'a pas d'importance. Tu vois ce qu'il y a écrit ici. Mais ça t'écrit, bon bah le sujet c'est Gordon Freeman. PhD, donc du coup ça veut dire qu'il a fait des grandes études. Et voilà quoi, et du coup c'est un chercheur. Ok. C'est vif en fait, c'est vraiment, il y a rien que tu... Et en plus tout passe par l'image, c'est-à-dire qu'ils ont mis ce support là pour les petits cons, parce qu'à l'époque 98 c'est déjà un attentat de faire ce genre de cinématique d'intro. Donc évidemment, et même tu vois des trucs qui seront utiles plus tard, tu vois ce genre de truc là qui sera utile plus tard, que tu verras plus tard, tu vois les caisses. Tu vois plein de trucs qui seront visibles plus tard. Et tu vois aussi que c'est un long trajet. Tu vois que c'est un long trajet parce que tu t'engouffres quelque part.
Tu dis putain, c'est quoi cette... c'est tellement top secret que ça, enfin c'est fou quand même. Et voilà, et pour moi celle-là c'est jouer avec les règles du jeu vidéo en plus, pour parler de son écriture quoi. Tout savoir d'un coup. Dialogue génial en plus. Et ça les bonnes histoires le comprennent et l'utilisent bien. Jusque dans les mini savoir d'un coup. Alors attendez. On comprend les sous-entendus. Et surtout, on n'a pas besoin de tout savoir d'un coup. Et ça, les bonnes histoires le comprennent. Alors ça, justement, il y en a plein qui diraient qu'il faut tout comprendre dès le départ. Il faut que dès le premier plan, il y a ce truc-là, dès la première page d'un bouquin, dès la première case d'une BD, il faut déjà qu'il y ait toute l'intrigue. Quelque chose du genre. Il y a plein de gens qui te diront que c'est ça, une philosophie de bonne écriture. Bon, ça n'a pas de sens, quoi. Utilise bien. Jusque dans les mini-détails qui serviront juste au plan d'après. Genre, on termine la première séquence sur le téléphone en premier plan, et comme ça, dans la séquence d'après... Du coup, ça n'a pas de sens, pourquoi il y a un... sur le il y a un truc au téléphone noir, en premier plan, et comme ça, dans la séquence d'après... Très bien, tiens, on fait le motion design. Et là, mais là, allons-y. Mais faisons une... Oui, après, pourquoi il y a une coupe, du coup, c'est pas la même scène. Transition invisible entre la cinématique et la phase jouée. Et mettons un miroir pour qu'on comprenne qui on est très rapidement. Oui, bon, ça, c'est du très bon spacing, et il joue super bien, et ça, c'est sûr, mais bon, c'est... Ouais, ça... Et une porte juste à côté, et vas-y qu'on allume la télé dans la chambre du daron, pour que la lumière passe à travers la porte. Oui, mais ça, du coup, c'est pas du cinéma, vu que tu es guidé vers ça, et que il y a un côté où, en plus, on essaye de guider l'interactivité du joueur vers ça, enfin, voilà. Salut Riva, du retour de Cannes. Et ben, bravo à toi. Bravo à toi d'avoir enduré tout ça. Et, non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un côté où c'est... Moi, je me souviens, c'était une interview de Telltale Games qui disait, en fait, nos histoires, elles ont pas à être géniales, puisque de toute manière, l'interactivité fait que les gens sont plus investis dans ce qu'on fait. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que je me suis dit, putain, ils ont révélé la supercherie. Mais ouais, c'est du game design, c'est pas de la mise en scène. Bah oui, tout à fait. C'est un jeu vidéo, en fait. Et là, on te guide vers une lumière, mais... Qu'est-ce qui t'oblige à la voir, comparé au cinéma où s'il y a une lumière quelque part, on t'oblige à la voir selon comment c'est écrit. Bah voilà. Que tu captes qu'il faut aller là, sans t'en rendre compte, ce qui t'amène évidemment à regarder la susdite télévision, une fois que t'as vu que papa n'était pas là. Oh là, tiens, c'est angoissant. Alors moi j'avais pas vu que papa n'était pas là, moi je croyais que c'était juste une autre chambre ou un truc du genre. Deux choses qui font monter la tension, jusqu'à ce qu'un truc explose à la fenêtre. Fenêtre qui était bien entendu dans ton champ de vision. Alors oui, mais... Par contre, pourquoi là, par exemple, tu n'as pas le contrôle de la caméra? Fenêtre qui était... Parce que là, ce moment-là, je me souviens, c'est la caméra, on te fait braquer la caméra sur cet endroit-là. Donc c'est pas une phase de jeu, en fait, le fait de te braquer la caméra vers un endroit. Ce que fait parfois The Last of Us, c'est ce qui est tout à fait légitime, c'est un jeu vidéo. Oui, la caméra, on te la braque là-dessus. Et quand bien même tu pourrais regarder le mur d'à côté pour regarder les détails, etc. Oui, bah, et te dire, bon, j'ai le truc dans le fond, on va quand même te braquer la caméra sur la fenêtre. Bien entendu, dans ton champ de vision, puisque c'est pas nécessairement dans ton champ de vision. Tu regardais la télé, ce qui fait que t'as forcément vu l'explosion. Et... Encore une fois, il y a plein de joueurs qui ont des visions différentes des choses, qui peuvent se dire, ah tiens, cette guitare-là, où est-ce qu'elle est, j'ai envie de m'attarder sur les petits détails, etc. Que donc tu commences vraiment à stresser, ce qui te fait te retourner... Non, tu commences pas à stresser. Moi, je sais que je stresse pas devant un jeu vidéo, à part si c'est vraiment un hardcore jeu vidéo d'horreur, tout ça, mais là, je stresse pas, je me dis, oh marrant. Oh tiens, un escalier ici. Non, le personnage par contre il stresse, oui. Je descendais. Ça fait 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu fait 20 heures. Et vous vous doutez bien que ce niveau hallucinant de mise en scène, eh ben ça va être là, tout. Il y a des moments après où il y a des rambardes jaunes ou des trucs du genre aussi. C'est pas non plus une maestria de démonstration technique tout du long. Hein. Il y a des moments où il y a juste des trucs chiants qui se passent, quoi. Le long. Sans arrêt. D'ailleurs, voilà, il y a un moment aussi. Je crois que j'ai même plus besoin de parler. Papa? Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Allez. Attention, plus. Non, ça va, hein, il y a juste des trucs qui crament, et encore une fois, c'est de l'exposition, quoi. Ah, les moments où l'IA est complètement conne, c'est du cinéma scripté, bah oui.
Non mais l'intro est super bien faite, mais parce qu'ils savent qu'il faut faire une intro bien faite, parce que il y a un côté où il y a plein de gens, par exemple, ils s'arrêtent à l'intro, ils disent oh ça me fait chier, ils le revendent quoi le jeu, donc surtout à l'époque. Donc bon. Il y a des énigmes à la con dans The Last of Us, donc non c'est pas dans tout le jeu, bah oui. Bah oui, les énigmes dans l'eau, etc. Ils sont chiantes quoi. Bah oui, non mais c'est une super bonne intro, hein, bien sûr. C'est juste qu'elle est très didactique et ouais, elle est là pour te faire tirer les larmes. Moi je sais qu'elle m'a pas fait tirer les larmes, j'étais en mode oui bon c'est sympa. Mais voilà quoi. L'intro est bien faite donc ça bat le cinéma en entier, bah oui. Et encore une fois, il n'y a pas une réflexion sur le jeu vidéo en entier, mais là c'est juste une scène spécifique. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une intro est bien faite, en reprenant en plus tout le code du cinéma, de manière un peu de Wish, c'est-à-dire qu'il y a des scènes comme ça où il y a du blocking qui est mieux fait, ne serait-ce que dans Spielberg, ne serait-ce que, encore une fois, voilà, Amatao qui cite Children of Men, bah Children of Men, enfin les fils de l'homme, c'est le truc où vraiment c'est une dinguerie, parce que bah et c'est une des grosses inspirations de The Last of Us en plus, parce que bah c'est du plan séquence, donc il y a un côté jeu vidéo, donc il y a un côté caméra mouvante tout du long, ça ok. Mais c'est, voilà, il a bien sucé le film, bah bien sûr, bien sûr. Mais même dans du Spielberg, je sais qu'il y en a certains ici qui détestent Spielberg, mais Spielberg, il arrive super bien à gérer justement cet aspect-là de du blocking, de comment la caméra est située, etc. De là où ton attention va aller, de jouer avec le regard du spectateur tout du long. Et ça c'est un truc, et de comment les personnages exposent leur situation, de c'est quoi les éléments importants qui vont revenir plus tard, etc. Ça là-dessus c'est au cordeau, hein, clairement. C'est juste Satek et Golemont qui a l'intérêt de comparer les deux pour les mettre en concurrence, bah bien sûr. Bien sûr. Je tourne l'attention vers la droite parce que ça tourne vers là, oui bien sûr, non mais c'est bien fait hein. Et pareil, je me moquais des trucs jaunes, etc. Mais en vrai, ça attire l'attention aussi, quoi. Oui. Je pense qu'il faut le matrixer par cette intro qui est cinématographique et tout. Et le titre, c'est pour le bait, bah bien sûr. Bah, j'espère quand même, hein. Surprise, oui. Oui, surprise. Mais bon, après... Là, de toute façon, t'as pas le contrôle. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas ça take de là, t'as le contrôle et en fait, tu es guidé comme ceci, etc. Mais en fait, là, tu n'as plus le contrôle et tu es guidé comme cela. Enfin, je vous prie de me dire en quoi ce qu'on vient de voir n'est pas au niveau, si ce n'est au-dessus des meilleurs films. Au-dessus, mais encore une fois, parce que tu peux pas comparer des torchons et des serviettes. Enfin, sans être désobligeant, mais tu peux pas comparer juste des pommes et des poires. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où, oui, tu vas comparer ça à Jeanne Dielman, ça n'a rien à voir. Tu vas comparer ça à Nostalgia de Tarkovsky, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça, ça a pas de sens en fait de dire c'est mieux que les meilleures scènes du cinéma. Bah non, parce que tu vas comparer ça à n'importe quel autre film, ça se trouve ça n'aura absolument rien à voir. Bah oui, je vais comparer à 12 hommes en colère, bah oui voilà, je vais comparer à 12 hommes en colère. Et en fait non, parce que un film il est ce qu'il est, un jeu il est ce qu'il est, et voilà. Oui, offrez un sub à Morasoro, offrez des petits subs, prenez des subs, tout ça bien sûr. Surtout que le gars doit pas connaître les réals que t'as cités. C'est possible, après je vais pas non plus être désobligeant. Je pense quand même qu'il connaît un minimum. Mais ouais. Du cinéma, c'est simple, tout y est. Et dans le reste du jeu, aucune inquiétude, tout y est aussi. Marre de la pub pour Mission Impossible, quand même le film est bien. Bah oui, c'est pour ça, vous ferez des subs, prenez des subs. Innovant Dura dans le deuxième souffle, l'armée des ombres est plus émouvant en utilisant seulement ses yeux. Bah oui. Et on parlait des films muets précédemment. Dans La Passion de Jeanne d'Arc, juste les yeux du personnage, il y a juste un plan où il y a des yeux de personnage et t'es en train de pleurer, quoi. Clairement. Ils se rendent pas compte que si on faisait un film de toutes les cinématiques mises bout à bout, on serait déçus et préférerait aller voir un bon Spielberg. Bah oui, parce qu'il y a un problème de rythme aussi, mais c'est aussi un rythme où t'es dedans parce que t'as une manette en main et que tu te dis ok, à tout moment il faut que je sois alerte et du coup je suis attentif à ça. Et c'est ça un peu ce qui est horrible, c'est que il y a un côté où aujourd'hui on est plus attentif devant une histoire d'un jeu vidéo parce que t'as une manette entre les mains et que tu dis à tout moment ça peut basculer, il peut y avoir un QTE à la con, un truc du genre. Du coup il faut que je sois attentif à ce qui se passe. On est plus attentif devant ça que devant un jeu vidéo, devant un film. Putain, pardon. C'est comme dire que Mad Max a battu tous les arts du monde, il a une légère hyperbole, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. C'est un format marrant, cela dit, Jade Lidman versus Pac-Man avec des comparaisons qui ont 15 sens. Bah, j'avais un peu fait ça sur une des vidéos que j'avais faites. Mais bon, personne qui étudie un minimum sérieusement ne part sur une problématique du meilleur comme ça, c'est un truc d'amateur. Bah oui, tu peux dire préféré, tu peux dire j'ai préféré ça à ça, même si parfois, encore une fois, c'est des cubes et des ronds, quoi. Mais ouais. Même à Children of Men, c'est pas possible de les mettre en concurrente. Bah oui, bah tu compares ce film, ce jeu-là, cette séquence-là, à oui, voilà, Falconetti, l'actrice dedans. Mais ouais. Mais ouais, enfin, en tout cas, c'est chiant, quoi. En général, si tu fais une étude d'œuvre, tu mets de côté le plus possible ton avis perso. Bah, bien sûr. Après, tu peux en parler avec ton avis perso quand tu es de manière... voilà, tu parles du film à quelqu'un, etc. Mais quand tu analyses l'œuvre, tu mets de côté ton avis perso, ça c'est sûr. C'est sûr. L'important, c'est parler de l'œuvre. Bah oui. Et c'est d'en parler de point de vue plus... objectif, ça c'est sûr, évidemment. Puis même, je trouve la take à chier parce qu'elle sous-entend que le JV s'est inspiré du cinéma qu'à partir de The Last of Us. Genre la scène de l'opéra de FF6, c'est pas du tout inspiré du ciné, bah c'est même plutôt inspiré de l'opéra, peut-être. Enfin oui, enfin il y a... Évidemment, The Last of Us n'a pas commencé tout ça, c'est sûr, et ça, il est grand temps de le rappeler aussi. Et de plein d'autres manières. Le rire... Bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Qui sont smart. Hein. L'horreur. Encore une fois, si c'est de l'horreur, ça me fait pas peur. Hein. C'est... L'émerveillement. C'est la scène la moins émerveillante, justement, du jeu. Elle est pas là pour ça, elle est là pour dire oui, bon, bah... oui, il y a un retour de la nature, mais la scène de la girafe est 100 fois plus émerveillante. La vue. Et genre, Naughty Dog n'existait pas avant. Oui, et genre, il y avait pas d'autres jeux qui essayaient de faire des trucs avant, enfin... Oui, un coucher de soleil, c'est... Ah, c'est magnifique un coucher de soleil, hein, vraiment, c'est beau comme un cul, c'est vraiment, c'est génial, mais bon. C'est magnifique. Le doute. Sam? Il y a pas de doute là-dessus, justement. Justement, en plus dans la mise en scène, ça te met aucun doute. Ça te travaille pas le doute, ça te le travaille justement en disant, bon bah là, il twitch bizarre... avec la lumière comme ça, enfin c'est... On passe par toutes les émotions. Qu'est-ce qu'il y a? Comme dans un putain de bon film, donc. Mais on avait dit mieux qu'un film. Ah. Pas pareil, me semble. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai gardé le plus important sous silence jusque-là. Car il y a une chose évidente qu'on a bien évidemment relevée dans la séquence d'intro qui fait passer le tout dans la dimension du dessus. Cette chose qui a fait passer le média de vidéo à jeu vidéo. Ce que seul un jeu peut faire, ce qui lui permet de dépasser le cinéma. Oh, putain, encore une fois, il n'y a pas de dépassement du cinéma, justement. L'interactivité est un outil parmi tant d'autres, et que tu utilises avec d'autres outils. Et si tu as envie d'enlever l'interactivité, bah oui, tu fais du coup du cinéma. Et ça, c'est d'enlever totalement l'interactivité, bah là, oui, tu fais du cinéma. Mais l'interactivité est un outil. Et c'est tout, quoi. Son grand frère. Ce truc-là, c'est le fait que... Ce qui lui permet de dépasser le cinéma, son grand frère. Ce truc-là, c'est le... Encore une fois, pourquoi ça serait le grand frère pourquoi le cinéma... Pourquoi le jeu vidéo serait le petit frère du cinéma? Ça, je comprends pas. Pourquoi ça serait Pourquoi ça serait ça? Genre, il y a quoi comme lien d'affiliation, à part le fait que ce soit, ouais, art visuel et sonore en même temps? Mais moi, je le comparais plus à des installations de musée. L'âge du médium, ouais, peut-être. Peut-être. Et encore, il y a eu la bande dessinée qui est née peu de temps après. Il me semble, hein, dans l'histoire de l'art. Enfin, il y a ce truc le 8e art. C'est quoi déjà le 8e art? Pourquoi pas opéra? Bah oui, pourquoi pas l'opéra? Pourquoi pas les installations de musée? Enfin, des trucs du genre. Sachant que le cinéma est le 7e, le 8e, la BD et le JV. Ouais, après, ça, encore une fois, c'est des trucs où... je comparais plus aux échecs, aux dames. Non, photographie c'était avant le cinéma. Ouais, bah non, photographie. Bah après, non, photographie non. L'opéra, oui, premier avant tout le monde. Bah ouais. Fait que... Bah, c'est quoi déjà la classification des arts? C'est la classification du moins tangible au plus tangible? Non, du plus tangible au moins tangible. Et je crois qu'en premier, du coup, c'est la sculpture. Alors que l'IA, bah c'est vrai que l'IA, finalement. Non, mais c'est quoi la classification des arts?
J'arrive pas à écrire. Classification des arts. C'est un truc par Hegel qui a été repris après. Voilà, premier art, c'est l'architecture. La sculpture, la peinture, la musique, la poésie. Ensuite, se sont ajoutés, du coup... la poésie. Ensuite, ah voilà. Ça, c'est les 10 arts officiels, entre guillemets. Classification des arts, c'est un peu pété, oui. Donc c'est l'architecture, la sculpture, les arts visuels, donc la peinture, le dessin, la photographie, le graphisme, la gravure, le web design, tout ça. La musique, la littérature, les arts de la scène, donc le théâtre, le mime, le cirque, tout ça. Le cinéma. Mais aussi tout ce qui est séries télé, téléfilms, dont les exigences dans la mise en scène et le scénario se rapprochent de celles du cinéma. Ok. Les arts médiatiques, qui recoupent la radio et la télévision. Ça déjà c'est bizarre, moi j'avoue ce truc de art médiatique je vois à peu près mais bon ok mais il y a quand même un truc où genre c'est du coup pourquoi il y a la télévision qui est ici en même temps avec les séries télé et en même temps ici, enfin c'est pas un art, oui il y a une manière de voir les choses et il y a un œil et un regard mais ok. 9e art la bande dessinée, 10e art le jeu vidéo et le multimédia. Oui mais bon comment ça la télé avant le JV, parce que c'est en fait il y a un truc où de base, c'est censé être par ordre d'apparition, mais en fait, pas du tout. Genre, ça a pas de sens. Donc, oui. Oui, apparemment, c'est censé être par ordre d'apparition et de légitimité, tout ça. Mais il y a aussi un truc où c'est censé être par ordre du plus tangible au moins tangible. C'est-à-dire que l'architecture, bon, c'est... Tu touches des murs, c'est bon, quoi. La sculpture, tu touches la chose. Les arts visuels, tu peux les avoir en main et les manipuler. La musique, c'est déjà moins tangible, même s'il y a des... c'est dans le son, mais du coup, tu peux pas attraper le son, mais ok. La littérature, c'est encore moins tangible, parce que ça peut être à l'oral aussi. Les arts de la scène, c'est les mouvements sur scène, donc c'est encore moins tangible. Le cinéma, c'est le mouvement de la pellicule, donc c'est pas tangible. Vous allez me dire, oui, mais je peux tenir des pellicules. Non, parce que le cinéma, c'est le mouvement, du coup, des pellicules. La bande et du coup les arts médiatiques, je sais pas ce que ça fout là. Encore une fois, la bande dessinée c'est pas trop tangible parce que si en fait. Bref, c'est pour ça que pour moi ça a pas de sens. Enfin, c'est dur de définir à partir du 6e art parce que à la base c'est Hegel qui a défini 5 arts. Et après Hegel il était pas là quand il y avait des jeux vidéo et quand il y avait du cinéma quoi. Donc ça a pas de sens. Donc ouais. C'est pété. Il y en a qui mettent, oui, il y en a qui mettent aussi la gastronomie en 9e art. Donc ça pareil. 11e art, c'est aussi en cours des définitions, c'est pas trop. Et voilà, c'est pour ça que c'est compliqué en vrai à définir quoi. Cuire de l'art, le lard de cochon là. C'est vrai ça. C'est vrai. Donc ouais, ça a pas de sens quoi. De toute façon, Hegel il a dit mort de l'art à cause des musées, donc c'est réglé. La gastronomie et pas la cuisine. Bah bien sûr. Non mais il y a la gastronomie. C'est comme il y a le cinéma mais il n'y a pas les séries télé. Et il n'y a pas la publicité. Parce que voilà. Il y a le cinéma mais il n'y a pas TikTok. Il y a le cinéma mais il n'y a pas de la vidéo. Tout simplement. Alors que le cinéma c'est de la vidéo. Maintenant. En particulier. C'est logique mais c'est conjoint avec l'histoire des outils techniques et la culture quoi. Bah oui. Les jeux de société. Bah oui les jeux de société ne sont pas là. Parce que c'est des jeux. Ce n'est pas de l'art. Ah mais oui. Hegel a pas connu Mario la honte, bah oui. Bah oui. A dépassé le cinéma, son grand frère. Ce truc-là, c'est le fait que celui qui vit toutes ces choses, ces histoires et ces émotions, c'est pas des personnages sur un écran auxquels on s'identifie. C'est littéralement... Encore une fois, une identification. Toi, dans un jeu vidéo, tu joues, tu ne fais pas que regarder. Tout ça, c'est toi qui le vis quelque part. Et ça change tout. Certains jeux narratifs mettre ça de côté le gameplay. Beyond Two Souls et ses successeurs, ça tue, attention. Mais au final, tu passes l'aventure à appuyer sur le bon bouton. Mais certains rares jeux qu'il faut chérir plus que tout au monde ont bossé leur gameplay autant que leur mise en scène. Ont monté tout. Ah oui, non mais le gameplay il est super bien. Mais ça va pas. Genre, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un jeu où il y a beaucoup de cinématiques en même temps qu'il y a une partie mise au gameplay que c'est meilleur que plein de trucs. Comme tous les jeux vidéo, t'appuies sur un bouton, bah oui. Enfin, c'est le but, c'est d'appuyer sur le bouton. Les putains de curseurs au maximum. Et le premier à faire les deux mieux que tout le monde,
Ouais, je crois. Ah, le premier à faire les deux mieux que tout le monde. Waouh, mais... C'est vrai que c'est une série avant qui s'appelait Uncharted, les... les gars de Naughty Dog, quand même. Genre, ouais, enfin, il y a... Et même, il y a plein d'autres jeux qui, justement, mêlaient cinématiques et cinématiques complètement folles avec des phases de gameplay. Genre, c'est-à-dire, bah... Les gens... Putain, Bibouche-Tram qui est de retour, quoi. Mais les gens, quand même, c'est... Encore une fois, quelle intro, hein. Quelle introduction. C'est-à-dire que là-dessus, pareil, introduction, qui t'introduit du coup les personnages, sans t'en dire trop. Et avant, il y avait Jack, bah oui. Enfin, c'est... Pareil, introduction qui t'introduit le thème en plus, le côté sous-marin de la chose, parce que tu vas beaucoup passer de temps sous l'eau. Le côté les nombres, les chiffres et la déclaration d'indépendance, enfin c'est voilà quoi. Faire des crêpes au spéculoos, bon stream, alors que tu pourrais regarder de l'art, admirer de l'art ou être interactif avec de l'art, tout simplement. Le côté molécule, comment ça joue avec aussi l'infographie. Là pareil, c'est le graphisme de la chose. Comment ça joue avec tout ça. Et pareil qu'avec des symboles aussi, et des symboles forts et des symboles clairs à chaque fois. Genre c'est... Oui. Enfin, ça a pas de sens quoi. Par contre Red Dead Redemption 1 fait quelque chose qui est de très intéressant vers la fin du jeu. Ça serait trop long à développer. Oui je sais ce que c'est. C'est ce que c'est. Et c'est un truc qui est vraiment génial quoi. Oui avec la musique, oui bon là vous avez pas la musique mais... Fukushima, depuis que t'es plus là, la série est un peu... mais bref. Non mais oui, mais c'est... Et le premier à faire les deux mieux que tout le monde, ouais, je crois bien que c'est The Last of Us. Ah bah faut jouer à plus de jeux, hein. Tiens, je l'avais pas encore dit le titre. En même temps, il y avait pas besoin. Oui, parce que tu l'avais mis ici, à l'écran, là. Juste ici, en fait. Il y a aussi un truc, c'est qu'un jeu, oui, un jeu vidéo, de toute façon, c'est entre 10 et 20 heures. Un film, c'est en dessous de 3 heures. Donc voilà. Si Last of Us durait 3 heures, on pourrait dire qu'on a ressenti des trucs. Quelque part, le film est plus efficace. Bah oui, c'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu joues 10-20 heures à un jeu, tu ressens des trucs. Tu ressens même, je sais pas, de la colère de finir. Moi, je sais que par exemple, un jeu qui m'avait déçu récemment, c'était FF7 Rebirth. Et bah, il y a quand même des trucs qui étaient vachement cool dedans. Mais je regarde juste si je finis. Oui, la montre est importante. Oui. Ok. Voilà. Oui. Ah oui, ça a pas l'air... Waouh, ça... Je vais pas regarder d'autres vidéos de cette chaîne-là, mais waouh, ça a l'air... Ça a l'air fou, quoi. Oui, comme une série, c'est ça. C'est-à-dire que moi, The Wire... bon, je me suis beaucoup attaché aussi, quoi. C'est ça le truc, hein. C'est-à-dire, je me suis énormément attaché à l'intrigue, au personnage, donc forcément que quand ça a fini, je ressentais quelque chose, quoi. Donc bon. Le premier jeu vidéo n'était pas muet, ça prouve que la supériorité du jeu vidéo. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, à l'époque, les bip bip, il y avait du son, quoi. Non, mais écoutez, si vous voulez des bonnes vidéos sur le JV, regardez des effets Rameau. Il n'y a même pas à aller jusqu'à des effets Rameau pour trouver des bonnes vidéos sur le JV. Enfin, voilà, quoi. C'est... Ouais, c'est fou, quoi. Not beating my take, les vidéos YouTube, c'est le pur produit de la vanité. Bah, c'est un peu ce qui est dommage, quoi. Moi, je vais pas regarder les commentaires parce que je trouve que c'est... J'imagine que ça... Il y a des commentaires méchants dedans, etc. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ouais, quoi. Qui... Ah, je sais pas. Je sais pas, moi, qui a fait des trucs bien. Arcade, il fait des trucs bien. Je le vois là sur le côté. Arcade, il fait des trucs très bien sur le jeu vidéo. Donc voilà, quoi. Vous avez fait Ramos, je trouve qu'il y a des moments où il parle... Enfin, il y a un côté où il faut parfois un peu faire le lien entre juste parler de jeux vidéo très connus qui parlent à tout le monde, mais où il n'y a pas grand chose à dire, et parler de jeux vidéo où en soi... Enfin, de faire découvrir des trucs. Et je trouve que Zephyr ils sont beaucoup trop à faire découvrir des trucs. Donc ouais. Il y avait Sophia à l'époque, mais il n'y a plus rien en ligne. Oui, c'est vrai. Ça c'est dommage. Game Spectrum, c'est ça, je crois. Qui était pas mal. Même si, voilà, c'était pas génial. Hein. Il y avait plein de problèmes aussi. Enfin, voilà. Mais ouais. Enfin, en tout cas, ouais, c'est...
Encore une fois, il y a ce côté où il faut voir plus de films, quoi, mon grand. Il faut voir plus de films, jouer à plus de jeux. Il y a des trucs bien meilleurs, enfin, voilà. Et je ne doute pas, enfin, The Last of Us, encore une fois, c'est un super jeu. Moi, je trouve que c'est un des premiers blockbusters d'auteur, entre guillemets, qui vraiment fasse un truc très bien fait, etc. Mais bon, il y en avait plein avant. Enfin, FF7, par exemple, ça a une vision d'auteur, et en même temps, c'est un blockbuster. Enfin, voilà, quoi. Ça, à ce moment-là, c'est... Bref. Moi, ce qui me tabasse chez les youtubeurs ciné et essais, c'est la pauvreté de leur dispositif. Ça me tue de vouloir parler de mise en scène quand toi-même, ton univers esthétique, qui se limite à un montage random sur une voix off. Bah, ouais. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que moi, je sais que quand je faisais des vidéos essais, vite fait dans mon coin, il y avait quand même un côté où j'essayais un minimum de, justement, travailler le dispositif filmique pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, hein, mais c'est une demande personnelle, on va dire, de se dire, oui, bon, là, j'ai envie quand même de faire quelque chose de très, très couillu, parce que bah, j'ai envie de respecter, en fait, ce qui se passe à l'écran à chaque fois, et de me dire, bon, pour ça, il faut que je fasse un dispositif assez dingue, quoi. Et moi, je pense surtout là-dessus, pas juste à Everyone Painting, mais à Jacob Geller, qui est Jacob Geller, qui est vraiment, enfin, qui à chaque fois bosse bien son dispositif pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose à en redire à chaque fois, et si t'es pas assez bon, abstiens-toi. Bah, après, non, moi je suis pas dans cette position-là, moi je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Mais par exemple, il avait fait une vidéo sur The Best Looking Game, et je trouve qu'elle est exceptionnelle cette vidéo-là. Sur justement la quête de c'est quoi le plus beau jeu de tous les temps. En fait, à chaque fois, il revient sur c'était quoi les plus beaux jeux de leur époque et en quoi justement cette fidélité graphique servait le propos du jeu, ça servait quelque chose. Est-ce que justement ça avait du sens en fait? Est-ce que finalement ces moments-là où tu avais Silent Hill 3 qui était un des plus beaux jeux de son époque, est-ce que finalement on a besoin de plus que ça pour commencer à donner des émotions? Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et comment l'utilisation de la technologie a été faite. Enfin, c'est... Ouais, à chaque fois, c'est fascinant, quoi. C'est fascinant. Et ouais, c'est... Typiquement, le fait que... quand tu sautes d'une génération à une autre pour avoir plus de polygones, bah en fait, la différence... Enfin, on le voit bien, là, la différence graphique entre les jeux en 5 ans, là, récemment, et en 5 ans dans les années 90, c'était le jour et la nuit, quoi. Après, vie de bonne grosse de merde, de pas laisser les gens tester et tenter des trucs sur YouTube, même si c'est pas terrible. Bah oui, c'est pour ça que pour moi, il faut laisser les gens faire les choses. Hein. Enfin voilà, et quand bien même c'est raté, c'est pas grave. Au moins, il a essayé de faire des choses. Et il y a combien de gens qui disent il faut faire des choses et en fait, ils font rien de leur vie à part critiquer, quoi. Et surtout que, moi, je suis pas de l'avis que, bon, tu critiques mais tu fais rien. La vérité, c'est que les vidéos YouTube, par contre, tout le monde peut en faire. C'est-à-dire que vous avez tous un micro, vous avez tous un moyen de filmer quelque chose. Vous pouvez faire des trucs, même si ça sera pas terrible visuellement, ça sera pas terrible au niveau du micro, tout ça. Il y a quand même un truc où vous pouvez tous faire quelque chose dans votre coin. Et encore une fois, ça, les gens... Je vais me faire un peu d'auto-promo, hein. Mais ça, les gens, cette vidéo-là que j'avais faite... Putain, déjà, elle a de la gueule hein, quand même à regarder comme ça. Il y avait des moments où juste je suis chez moi, à poser mon téléphone quelque part, en équilibre à un endroit. Alors en plus, c'était pas ce téléphone-là, c'était un téléphone d'il y a bien longtemps, c'était celui-là, qui était un téléphone bien gaze pour filmer. Et globalement, bon, bah, je faisais ça, et voilà. Et après, il y a du montage qui s'imbrique dedans. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Et du coup, comment... après, c'est que du montage. Et c'est du taf. Mais voilà, ça j'avais un rêve et un logiciel. Hein. Globalement, c'était ça. Hein. Donc bon. C'est pour ça que pour moi, il y a un côté où si vous critiquez les vidéos YouTube mais que vous en faites pas des biens, à vous faire voir. Hein. T'habites à Berlin, non? Pourquoi? À cause de la tour, là? Non, ça c'est la tour de Romainville. J'habite pas loin, du coup, de Romainville. Oui, comme si on avait le pouvoir de les empêcher. Bah non, mais pourquoi c'est du fascisme ce que tu demandes là, One Card for Pain?
Ah oui, non, pardon, c'est oui. Oui, faites vos trucs, mais interrogez-vous sur pourquoi vous faites toujours le même format tout le temps. Moi, ça me fatigue, cette esthétique feld-up truc. Ça y est, il y en a qui tentent un truc, il y en a 40 qui font la même formule par an. Oui, oui, ah, bien sûr, mais après, tu peux critiquer la forme, etc. Moi, je sais que c'est ce que je critique aussi, hein, c'est de me dire, oui, bon, si quand vous parlez d'une série, vous en parlez toujours de la même manière, etc. Bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant, hein, vraiment. YouTube, c'est aussi un réseau. Ah bah après, les gens, il faut pas s'attendre à ce que ça fasse du bruit, à ce que ça fasse de la thune, à ce que ça fasse des vues, etc. Après ça, si vous faites des trucs pour la thune et pour les vues, etc. Bon, vous êtes peut-être un peu méprisable aussi, quoi. Je mets pas les virgules, on comprend rien à ce que je dis. Ah mais t'inquiète, Rock for Pain, t'inquiète, t'inquiète. Mais ouais. Non, ouais. Putain, j'avais bien aimé la faire, cette vidéo, elle était bien, hein, quand même. Elle était bien. un jour j'en ferai, mais pas tout de suite. Mais bon, on peut appliquer ça à la bouffe aussi. Bah oui, c'est-à-dire que... Bah après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas accès nécessairement aux grandes bouffes, ou alors que c'est trop cher, etc. Il y a aussi un prix qui entre là-dedans. Mais oui, dans tous les cas, tout le monde peut cuisiner, comme disait Ratatouille. Et moi je rappelle, alors attendez, pour conclure un petit peu sur le mépris que vous avez envers les vidéos pas terribles, etc. On va quand même regarder ça, hein. Pour vous rappeler quelque chose, hein. Et le lendemain, sa critique paraissait. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Tout est vrai, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui le dénonce comme tel. Ça, c'est une folie, les gens, hein. Encore une fois, un mec qui s'est fait chier à faire son film, quand bien même il est pas terrible, aura 100 fois plus de valeur, 100 fois plus d'intérêt que n'importe quelle critique qui en parle, hein. Et ça, peu importe l'impact de la critique, le truc que ça pourrait faire percevoir, etc. Juste, c'est bon, quoi. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Hier soir, j'ai vécu une expérience inédite et dégusté un plat extraordinaire d'une origine singulière s'il en est. Avancer que ce plat et son créateur ont radicalement changé l'idée que je me faisais de la grande cuisine serait peu dire. Ils m'ont bouleversé au plus profond de mon être. Je n'ai jamais fait mystère du mépris que m'inspirait la devise d'Auguste Gusteau « Tout le monde peut cuisiner ». Mais ce n'est qu'aujourd'hui seulement, que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Mais oui. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, hein, les gens, quand je revois cet extrait parfois. Genre, tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut survenir de n'importe où. Les gens, c'est une folie, quoi. C'est vraiment dingue, hein. Je suis pas trop d'accord, des bonnes critiques avec de la forme, un sens de la prose, c'est mieux qu'une œuvre médiocre. Ah oui, mais les gens, une œuvre médiocre, surtout là, je pense que vous avez remarqué, hein, mais Ratatouille parle un petit peu de cinéma par rapport à ça. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un film qui se passe en France, parce que c'est le berceau du cinéma. Voilà. Et quand Ratatouille parle de cinéma, c'est par rapport aux critiques de cinéma. Et évidemment, il y a des grands textes de cinéma. Est-ce que je l'ai prêté à quelqu'un? Je l'ai pas sur moi. Putain, mais ah non. Tac. Et de la gastronomie, c'est vrai, l'État. Mais voilà, il y a des grands textes de cinéma qui sont issus
de critiques de films plutôt médiocres, plutôt oubliables. Qui se souvient de genre Nanook l'Esquimau, quelque chose du genre. Nanook l'Esquimau, évidemment, bon, documentaire important, mais on s'en souvient aussi parce que c'est grâce à Nanook l'Esquimau que Bazin a pu écrire Montage interdit. Parce que c'est en regardant Nanook l'Esquimau qu'il a eu l'inspiration de parler de Montage interdit, de parler de tout ça, enfin c'est voilà. Et il y a des critiques dedans où c'est des films qui ont l'air plutôt oubliables, et voilà. Mais reste que Nanook l'Esquimau, bah, il est 100 fois plus important que Montage interdit. Donc voilà. Bah oui, je dose un petit peu. La vérité, c'est que Flaherty, en réalité, il a fait le premier documentaire. Donc évidemment que quand il écrit autour de ça, c'est important. Et c'est ça le truc. Donc c'est pour ça que Nanook l'Esquimau sera infiniment plus important que Montage interdit. Donc voilà. Montage interdit, page 48. Tu penses? Bah oui. Bah quand même, hein. Nanook l'Esquimau, sans lui, il n'y a pas de documentaire. Et les documentaires sont importants. Voilà. Et en plus, mine de rien, c'est pas une critique où il va que parler du film, quoi. Il va parler aussi de Ballon Rouge, tout ça. Là, j'ai un peu le truc sous la main. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Qu'est-ce que le cinéma. Mais ouais. Non, moi, je dirais que Bazin est plus important, mais que Nanook est plus courageux. Encore une fois, vous jouez sur les mots. C'est à cause de lui qu'on appelle les glaces et les esquimaux, c'est pas pour rien. Bah oui, il y a un impact culturel aussi qu'il y a là-dedans. Donc c'est pour ça, ça a pas de sens en soi. Ouais, je relise maintenant que j'ai vu certains des films qu'il y a dedans et tout, parce que je crois qu'à l'époque c'était un des premiers bouquins que j'avais lu sur le cinéma. Bon après c'est la Bible, hein, les gens, hein, bien sûr. Les docus plus vieux que 92, oui. Après il y en a peu qui ont eu autant d'impact que Nanook l'Esquimau, c'est sûr. Sans les frères Lumière, il n'y a pas de documentaire aussi. Mais c'est vrai que techniquement les vues Lumière sont des documentaires, c'est la tech de Thierry Frémaux aussi. Je comprends aussi, bien sûr. Mais oui. Techniquement, voilà, sortie d'usine, c'est un documentaire sur sa propre création, tout ça, oui, oui. Mais en tout cas, voilà, les plus grands textes. Oui, mon mur il pète parce que il y a des travaux, mais il y a des travaux autour de chez moi. Mais voilà, c'est Nanook l'Esquimau qui perce un trou. Mais voilà, mais en tout cas, les plus grands textes de Bazin ne sont pas à la hauteur de Allemagne année 0 dont il parle ou de Europa 51. C'est voilà. Nanook c'est le premier qui a été mis en scène, dessin écrit, rejoué, oui. Après, sortie d'usine de Lumière, ça a été, je crois que c'est la deuxième prise hein, qui a été diffusée. Donc voilà. Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du génie qui officie maintenant chez Gusteau et qui est, à nos yeux, rien moins que le plus grand cuisinier de France. Je retournerai bientôt chez Gusteau, plus affamé que jamais. C'est génial. Ça a été une soirée. Enfin, encore une fois, c'est bon bah c'est Ratatouille. Ratatouille, moi je trouve c'est un très grand film évidemment et c'est un très grand film bien sûr. C'est un des meilleurs de. Ça vous voyez, c'est le critique de cinéma qui interrompt ce que je suis en train de dire en fait. C'est vraiment. Et dites-vous, moi j'ai un casque donc j'entends moins que ce que vous entendez et tout, hein, mais non, mais c'est là. Mais dites-vous, ça fait depuis des jours que j'entends ce genre de truc autour de moi. Et je suis au bord de la crise de larmes en fait, genre vraiment à chaque fois. Et des fois je me dis, mais ça se trouve, ils vont percer un trou jusqu'à chez moi et rentrer chez moi en fait. Genre, vous avez qu'à vous installer finalement. Vous avez qu'à vous installer chez moi, c'est bon. Non mais en tout cas, voilà, la critique d'Antonego, je trouve que ce discours-là, il est absolument magnifique. Et qu'il est vraiment bien reposé en plus sur la place de la critique. Et sur comment... Mais oui, ça va percer ma boîte crânienne, voir que c'est vide, et puis voilà quoi. Mais tu feras du montage, bah oui. Oui, mais bon. Mais même faire du montage, des fois, c'est compliqué parce que, dites-vous, je mets mon PC ici, enfin mon Mac ici pour faire du montage, et j'arrive pas à entendre parce qu'il y a des trucs autour, quoi. Genre vraiment. Donc bon. Mais j'ai eu ça 6 mois, le ravalement de façade, puis la rue, il refaisait tous les pavés, j'ai cru que j'allais devenir fou. Bah oui, non mais bref. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire ce discours, du coup, dans Ratatouille, je trouve qu'il est extrêmement mature en plus sur
la place qu'ont les artistes médiocres et les gens qui font pas des trucs géniaux non plus. Parce que voilà, du coup, ça se place dans un 3 étoiles à un endroit où, du coup, normalement, les étoiles Michelin, c'est jusqu'à 3 étoiles, là, c'est jusqu'à 5. Et de se dire, bon, est-ce qu'un 3 étoiles, en plus, voilà, 3 étoiles sur 5, parce que la plupart des notations pour des écrits, c'est pour des écrits de cinéma, c'est jusqu'à 5 étoiles dans la plupart des critiques. Donc, c'est pour ça que ça a été augmenté. Aussi parce que je pense que Michelin le recolle un procès. Mais c'est aussi un écrit vraiment magnifique sur c'est quoi la place des artistes médiocres dans notre société. Donc c'est pour ça que, ouais, après faut-il considérer que les youtubeurs sont des artistes, c'est un autre débat. Bah ouais. Encore une fois, c'est quoi des artistes, c'est quoi des artisans, c'est quoi des machins, c'est d'autres débats. Et c'est pour ça que pour moi c'est un discours absolument magnifique sur c'est quoi les personnes qui font des œuvres ou des productions, on va dire, assez médiocres. Bah finalement au moins ils font quelque chose. Et peu importe moi la critique que je peux en donner là-dessus, ça ne sera pas supérieur à la personne. Après cependant, c'est là aussi où il y a une limite, c'est que des fois les critiques sont des œuvres en tant que telles. Moi là le live que j'ai fait 2 heures de live quasiment sur juste sur la vidéo sur The Last of Us, et avec mon avis sur The Last of Us, etc. Et voilà quoi. Tu comptes refaire des trucs natifs YouTube peut-être. Mais voilà quoi. Brad Bird prend Ayn Rand en même temps, bah oui, on n'est pas tous être parfaits. Mais oui. L'artiste est celui qui crée, le youtubeur est plus proche du critique dans son rapport que dans son n'est que discours. Bah oui, mais après, encore une fois, c'est ça le truc, c'est que si tu crées une œuvre autour d'une autre œuvre, ça peut être intéressant aussi. Fucking Kassovitz est un documentaire autour de Babylon AD. Il est 100 fois plus intéressant que Babylon AD. Donc c'est voilà, et c'est pour ça, et c'est une œuvre quelque part. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une œuvre critique justement de Babylon AD? Genre c'est voilà. Donc c'est pour ça, il y a des choses à en dire, et des fois il y a des œuvres critiques d'autres œuvres qui en fait, comme elles sont des œuvres, sont plus intéressantes que juste des simples critiques papier. Parce que je pense que c'est aussi une critique des critiques papier, particulièrement. Mais voilà quoi, en tout cas pour ce... Je vous jure, hein, ce discours, moi parfois je le remate, je suis en mode putain, déjà l'interprétation, putain je sais plus qui c'est le comédien en VF qui le double, mais il est décédé en plus il me semble à un moment, mais il y a quelques années. Mais c'est pareil, il faut les larmes aux yeux. C'est bon, Bernard Tiphaine, grand comédien qui est décédé il y a 3-4 ans. Enfin c'est... voilà quoi. C'est pareil, ça fout vraiment les larmes de l'entendre quoi. L'histoire du cinéma est une critique, ça en reste une œuvre. Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Faudrait que je le mate fucking Kassovitz. En plus j'aime bien Babylon AD. Et ben en plus